Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, nous en arrivons à notre 11e épisode sur cette œuvre et nous lirons aujourd'hui les chapitres 37, 38, 39 et 40. Voili voilou, comme d'habitude, vous connaissez les règles. Si vous me suivez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble, où ça vous intéresse d'aller. Ça peut aussi vous servir de marque-page comme dans un vrai bouquin, c'est merveilleux, c'est super bien foutu, c'est incroyable. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là sur le live, ça me fait plaisir. Bonsoir Petite Sab, bonsoir Jumpy, bonsoir Mopito, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chers amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'en profite aussi, pendant que j'étais en off, j'ai eu quelques follow, donc merci à Sarah SLV60 et à Baba Solin, qui je crois nous a rejoint sur Discord tout à l'heure. Bah, merci à vous deux pour le follow également, ça fait très plaisir les amis. Et puis j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de live depuis le début de cette semaine. On va en parler vite fait, on va parler de tout un tas de choses. Mais c'est vrai que maintenant c'est bizarre, dès que je loupe quelques jours de live, ça me fait tout de suite hyper bizarre de revenir en live. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas live, alors que ça fait vraiment très peu de temps. J'ai l'impression que ça me manque et en même temps, je sais pas, il y a plein de sentiments très bizarres, très, très complexes comme ça, mais bon, bref. En tout cas, c'est un plaisir de revenir ce soir. J'aurais préféré ne pas faire de pause, pour être franc, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. D'habitude, dans ma life, dans toute ma vie jusqu'à présent, à chaque fois que je me suis pété la voix, je me suis pété la voix d'un coup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était un effort spécifique où j'avais trop chanté, j'avais poussé trop fort sur ma voix ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment spécifiquement, j'avais abusé, en fait, tout simplement en un moment précis. Et en général, je me cassais la voix pour 1, 2 jours, 3 jours éventuellement. Mais franchement, ça se réparait assez vite. Et du coup, ça n'a jamais été très inquiétant, je vais dire, parce que je sais que parfois je pousse et j'exabuse sur ma voix, mais en même temps, c'est un plaisir aussi que j'ai. Je sais, c'est pas bien, attention, ne faites pas ça, les amis. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire de chanter hyper fort et ainsi de suite. Enfin, je vous ai déjà dit, par exemple, d'écouter de la musique hyper fort et de chanter tellement fort que je m'entends au même niveau que le chanteur. Enfin, ouais, ça c'est un truc que j'adore faire. Donc voilà, ce n'est pas bien pour mes cordes vocales, c'est clair et net. Mais jusque-là, j'ai jamais eu trop rien d'inquiétant, je trouve. Et là, ça s'est passé complètement différemment. C'est-à-dire que c'est venu de manière insidieuse, comme ça, c'est venu au fur et à mesure, sans que je ne le voie vraiment venir. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Bon, déjà, il y a eu la grosse vague de froid. Maintenant, on est limite en été, enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense que tous ces changements ont eu pas mal d'incidence sur ma gorge, en fait, sur tout l'appareil qui sert à parler. Et vu que la parlotte, bah, c'est un petit peu mon ustensile de travail numéro un, on va dire. Voilà, je pense que ça a pas mal joué. Il y a eu ça. Il y a eu le fait que, en fait, avant toute la crise sanitaire, en général, ce que je faisais, c'est que je faisais des lives pendant à peu près un mois, et après, je prenais une pause de 4-5 jours sans live. Et en fait, bah, avec la crise sanitaire, je peux plus tellement faire ça parce que pour voir des gens, etc., vous le savez tous, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Enfin, bref. Donc du coup maintenant je me suis branché sur un rythme depuis une grosse année où c'est plutôt je fais 2-3 mois de live et après je prends 4-5 jours. Et du coup je pense que ça commence à se ressentir sur la qualité de ma voix on va dire. Et là ça faisait longtemps par exemple qu'on était sur des lives de lecture de Don Quichotte qui n'est pas une lecture facile en cela qu'elle est longue. Euh, Ainsi que en ce moment, par exemple, sur les découvertes de l'univers League of Legends, on a beaucoup de nouvelles bien plus longues qu'auparavant. Donc en fait, il y a beaucoup de moments dans la semaine où pas je force, mais où j'utilise ma voix de manière prolongée, etc., etc., ce qui n'est pas habituel, on va dire, à ce rythme-là, etc. Donc je pense que tous ces éléments combinés, et puis peut-être juste un peu de malchance, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est arrivé mais a fait que depuis 2-3 semaines même déjà, je sens
que ma voix commence à faiblir de plus en plus. Et vraiment, la semaine passée, je sentais que c'était chaud. Je sentais que c'était très chaud. Et les derniers lives que j'ai fait la semaine passée, j'étais en mode ah oui, ok, là je suis capoute. Et c'était pas la même fatigue que d'habitude. C'était pas j'avais la voix cassée et j'avais plus de voix. C'était vraiment j'avais la voix étiolée, fatiguée. Enfin, c'était très bizarre. Donc voilà. J'ai préféré faire une pause maintenant plutôt que de poursuivre mon run, de faire des lives de moins bonne qualité et dans 3 semaines de dire bon les gars, je fais plus live pendant un mois, je suis à faune. Ça serait terrible. Donc voilà. J'ai préféré faire les choses dans cet ordre-là. J'ai l'impression aussi, et ça m'inquiète, que ça met beaucoup plus de temps à se réparer qu'habituellement. C'est-à-dire que comme je vous le disais, d'habitude c'est en 2 3 jours et voilà quoi. Là j'ai l'impression ça fait quoi? Ça fait depuis dimanche que j'ai pas fait de live, donc ça va faire 5 jours. Et pourtant je perçois que je suis encore assez fatigué, l'air de rien. Donc voilà, il va falloir que je prenne soin de moi, n'est-ce pas? Il va falloir que je fasse attention à cette petite voix. Surtout que je voulais la préserver pour des événements à venir, puisque, en effet, vous l'avez rappelé déjà dans le chat, et ça me fait plaisir que vous soyez autant au taquet, demain, il y aura enfin l'épisode 2 de mon jeu de rôle, l'épisode 2 de Terres Hostiles, avec toujours en invité en tant que joueur, la douce Jumpy, le bon Jérôme et le magnifique Mirani. Donc ça va être très très cool aussi. Et ouais, je suis ultra hype, ultra stressé comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. Mais je suis ultra hype et j'ai hâte, hâte, hâte. Donc voilà, il n'y a pas eu de live cette semaine, mais dites-vous que la semaine va décoller sur les chapeaux de roue. Enfin, le week-end va décoller sur les chapeaux de roue. Puisque ce soir, live de lecture, 4 chapitres de Don Quichotte. Demain, live de jeu de rôle sur Terres Hostiles épisode 2 à partir de 20h30 pour très tard dans la nuit, comme d'hab. Et puis dimanche, live de découverte de l'univers de League of Legends à 15h. Et en plus, dimanche, il y a la veillée sur Discord, comme d'habitude. Enfin voilà, ça commence à faire un beau petit programme pour 3 jours seulement. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai hâte. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai fait l'acquisition d'un petit Stream Deck qui me facilite pas mal de choses. Et ben, j'ai encore continué à bind des touches, de nombreuses touches qui seront très utiles pour le jeu de rôle notamment. Et j'ai bind par exemple le fait que si je fais juste ce petit bouton, par exemple si je vous dis ah oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et que je fais ce bouton, yes, ça marche! Et bien du coup, hop, vous avez tous les réseaux sur le chat et ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Ça va être un gain de temps fou plutôt que de taper le truc à chaque fois. Bref, et du coup, je m'en vais vous lire rapidement. Merci Zikael pour le resub de 18 mois. Maintenant, c'est même plus un grand événement. Je te remercie toujours et toujours à la même valeur, bien entendu. Mais c'est vrai que maintenant, je le sais, 18 mois, t'es un habitué, Zikael. T'es un résident fixe de Planétéo, toi. T'as ta maison là-bas et tout, quoi. Donc, franchement, ça me fait trop plaisir, Zikael. Merci d'être aussi assidu, si je puis dire. Ça me fait très plaisir ton soutien. Et puis, oui, bah, je vois que, en fait, grosso modo, vous avez un peu parlé de voix, etc. Ouais, en gros, vous m'avez fait la conf, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que le soleil revient et ça fait trop du bien aussi. Personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je suis plus un mec du soleil qu'un mec de la pluie, perso, ou de la neige. Donc ouais, ça me fait trop trop plaisir. Les robots me volent mon travail. Et oui, les robots sont dans les murs. Le mec il dit n'importe quoi, tu sais. Mais ouais, ouais, ça fait grave plaisir. Je vais essayer d'upgrader, de continuer à améliorer la qualité de ces streams. Vous le savez, c'est mon but. Euh, Vous remarquez d'ailleurs peut-être que je suis en train de parler pas comme d'habitude. J'ai l'impression qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse attention à ma voix. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir adopté un rythme de parole un petit peu plus lent et un petit peu moins élevé pour pas que ma voix se... Waouh! Et ça me fait très bizarre à moi-même en fait, parce que je suis un bavard et en général je parle assez fort, etc. etc. Bientôt j'achète des actions chez Planeteo Co. Oula, oula, je pense qu'il y a du temps avant que ça soit coté en bourse mon ami. Euh, donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire concernant le pourquoi du comment pas de live en début de semaine. Le pourquoi du comment il va y avoir plein de lives en fin de semaine.
Et puis là, je peux d'ores et déjà vous dire que pour Don Quichotte, on en a encore a priori pour 2, 3 semaines, un truc comme ça. Et vraisemblablement, après la lecture de Don Quichotte, comme il est de coutume, après chaque lecture que j'ai finie sur ma chaîne, je ferai une petite pause de quelques jours, encore une fois, dans les lives. Ça me permettra de récupérer également sur ma voix. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai encore deux, trois petits trucs à vous dire. Et puis, bah, il faudrait quand même qu'on aille dans la lecture. C'est quand même le but de la soirée. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai encore baissé un chouïa l'intensité de ma nouvelle lumière. Parce que ouais, certains trouvaient que ça me brûlait encore trop, entre guillemets. Après, moi, je trouve que c'est bien que ce soit un peu surexposé, un tout petit peu. Si vous regardez en général à la télé ou même les gros streamers, etc., ils sont tout le temps surexposés en vrai. C'est genre, ça fait partie de la DA, entre guillemets. Donc là, voilà, j'ai encore un peu baissé parce que j'étais très surexposé, peut-être trop. J'aimais assez bien ce qu'il y avait jusqu'à présent, mais voilà. Je suis toujours dans cette phase de réglage, cette phase de test, où à chaque live, je change un tout petit paramètre et je vois au fur et à mesure du temps ce qui me plaît le plus. Et puis, euh, et puis je crois qu'on est bon. À part ceci, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même dingue, mais on l'a déjà fêté sur Discord, Facebook et Twitter, mais c'est quand même dingue. Ça y est, c'est chose faite. On a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube. Donc un énorme merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis pas très chiffre, je suis pas à constamment regarder les analytics et être en mode ah, ok d'accord, donc là ma vidéo a fait autant, donc là il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Je suis pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y a certains chiffres qui font plaisir. En fait, même si tu t'amuses pas à aller checker tout le temps les chiffres, il y a des chiffres que tu vois forcément juste en te baladant sur YouTube ou quoi. Et ouais. Ouais, le 2000 abonnés, je dois avouer que c'est le genre de chiffre qui fait plaisir. Le 1000 abonnés, ça m'avait retourné le cerveau. Et le 2000 abonnés, ça me fait très chaud au cœur, d'autant que je vois qu'il y a une évolution, si je peux dire positive, de la chaîne qui est trop cool. Oh, merci pour le resub, Miari. Alors, Miari qui nous envoie comme message, parce que du coup, j'ai toujours pas réglé ce problème. Faut vraiment que je le mette dans une liste et que je le fasse, parce que sinon, je le ferai jamais. Mais ouais, ce problème de on voit pas vos messages quand vous subez. Mais du coup, Miari qui nous dit je passe juste dire un petit coucou et je regarderai la rediff. Bravo pour les 2000. Merci Miari et merci beaucoup encore une fois pour le resub, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui passent d'ailleurs, je vois qu'il y en a certains qui nous ont rejoints. Notamment Roller Die. Comment ça va, Cora? Bonsoir, bonsoir, bienvenue et merci à tous pour vos félicitations et tout ça, ça fait trop plaisir. Ouais, le road 1 million, le road de 10K. Ouais. On va faire ça, on va faire ça. Euh, Bah, moi, ça va très bien, merci de demander. À part la voix cassée, du coup, comme je le disais, ça va plutôt bien. Mais ouais, du coup, voilà, les 2000 abonnés. Les 2000 abonnés, ça fait trop plaisir. Surtout que entre les 0 et les 1000, je crois qu'il y a eu un truc du style 5 ans, parce qu'en fait, ma chaîne est ultra vieille, parce qu'avant, Planétéo, c'était avant Grammarail, une chaîne vraiment full YouTube avec des vidéos faites et calibrées pour YouTube et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc du coup voilà, il y a un historique sur cette chaîne. Donc ouais, je pense que j'ai mis 4 ou 5 ans à arriver à 1000 abonnés. Et je crois que j'ai mis 1 an et 2 mois ou 1 an et 1 mois, un truc comme ça, pour doubler et arriver aux 2000. Donc c'est que ouais, c'est que ça évolue de manière exponentielle quoi. Donc ça m'a touché, ça m'a fait très plaisir. Donc encore une fois, je ne serai jamais assez reconnaissant. Je ne serai assez reconnaissant. Euh, donc merci beaucoup les amis. Dans 6 mois 3K. Oula, Sikael. Oula, je veux pas faire ce genre de pronostic parce que même s'il y a beaucoup de gens qui rejoignent, etc., il y a aussi des gens qui quittent le navire en cours de route, ce qui est normal, hein, voilà. Donc point trop espéré. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. Est-ce que depuis la fois où tu avais motivé les troupes dans une intro il y a quelques semaines, tu as remarqué une évolution plus significative? Nous demande Mopito. Alors oui, alors, ça c'est marrant comme sujet ça pour le coup.
Je fais partie des 2000 follow de Planétéo, je dis ça, je dis rien. Ah, j'avoue. En vrai, ça fait trop plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Euh, mais oui, du coup, intéressante question, Mopito. Je réponds à cette question et après je me lance dans la lecture, sinon je sens qu'on va dialoguer jusqu'à la fin de la nuit. Après, c'est normal, j'ai pas live depuis dimanche et je suis un gros bavard, donc forcément, faut qu'on discute. Mais ouais, après, on va se mettre dans la lecture quand même. Donc du coup, je réponds à Mopito. Il y a de cela quelques épisodes, j'avais fait un... On avait discuté en fait, on avait discuté pendant 30-40 minutes des j'aime, des partages, en fait de toutes les actions euh, qui soutiennent un stream, qui soutiennent une chaîne YouTube et ainsi de suite, et de l'impact que ça pouvait avoir plus ou moins et ainsi de suite. Et donc j'avais fait une chose que je fais pas trop souvent et que j'essaie de pas trop faire, mais grosso modo de vous demander que si vous aimiez mon contenu, peut-être vous lâchiez un petit like, un petit commentaire, etc. etc. Et du coup, pour répondre à ta question, Mopito, je crois que sur la vidéo en elle-même où on a parlé de ça, ça n'a pas eu grand effet. Je pense que en fait ça a plus. Alors moi je l'analyse comme ça. Après c'est difficile de savoir parce que voilà, moi je suis face à des chiffres et voilà. Ou bien à quelques personnes avec qui je vais parler éventuellement. Mais tu nous avais menacé physiquement et tout. Oula. Non. Tes souvenirs sont fallacieux, Miari. Euh, Mais du coup, oui, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, moi, de ce que j'ai analysé, j'ai l'impression que en fait, peut-être, c'est plutôt que ça... Alors déjà que moi, ça m'a détendu, parce qu'en fait, d'en parler librement et sereinement avec vous, c'était très cool. Et je pense aussi que les gens qui étaient là au live m'ont envoyé masse soutien, qui m'a fait masse plaisir. Et peut-être, je sais pas, mais peut-être que certains d'entre vous qui étaient là au live, parce que vous étiez quand même pas mal quand on a eu cette discussion, ont eu plus le réflexe depuis. Parce que j'ai l'impression, après c'est très dur à dire, surtout sur des si petites périodes et ainsi de suite, mais j'ai l'impression que de manière, je vais dire, régulière, voilà, euh, fréquente, entre guillemets, sur tout mon dernier contenu, j'ai un peu plus de j'aime qu'avant. Donc ouais, je pense que même si c'est pas grand-chose en termes de chiffres, je pense que ça a son petit effet. Et ouais, je pense que c'est important de parler de tout ça en vrai. J'étais vraiment content de la discussion qu'on avait eue l'autre fois. Ça m'avait vraiment permis de relativiser aussi moi-même et puis ouais, de parler sereinement des choses et tout. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Enfin bon, bref. Donc oui, je pense que ça a ses petits effets, mais ce sont des effets quasiment imperceptibles et qui pourtant amènent à des effets boule de neige qui nous amènent à 2000 abonnés. Donc c'est incroyable. Les amis, je vous invite à prendre à manger, à boire, à vous installer bien agréablement et à souhaiter la meilleure des soirées possibles en ma compagnie, ou le meilleur moment possible si vous me regardez en rediff. Santé, chin chin pour fêter les 2000. Et je vais me lancer. La dernière fois qu'on a lu du Don Quichotte, on avait terminé la nouvelle du curieux mal avisé. Vous savez, ce trio amoureux entre Lothario, Anselmo et Camilla. Donc voilà, cette histoire avait été terminée d'être racontée et elle se terminait de manière assez tragique. C'était vraiment triste à la fin. Euh, et juste après, on a eu un espèce de carré amoureux plutôt qu'un triangle, puisque on a eu Lucinda, Cardenio, comment elle s'appelait l'autre? Lucinda, Cardenio, Dorothée, voilà c'était ça, et Don Fernando, qui se sont retrouvés, qui se sont entre guillemets échangés les couples, hein, on pourrait dire un peu ça. Rien de graveleux là-dedans, regardez les épisodes précédents pour comprendre. Mais voilà, c'était à peu près l'endroit où on s'en était arrêté et tout ce beau monde était réuni à l'auberge. Donc c'est là où on va reprendre. Je sais pas du tout où on va aller ce soir. Je vous avoue, encore une fois, je me répète, et ce sera la dernière fois, j'espère qu'on retourne sur Don Quichotte et Sancho Panza, parce que tous les autres personnages, je commence à en avoir un petit peu ma claque. Bref, voilou, je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch, même dans l'ombre du chat, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir que vous soyez là anyway et que vous partagez ce moment avec nous. Et puis, bonne écoute également à ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vous souhaite à tous
de passer un agréable moment et je vous dis à d'ici une trentaine de minutes pour la pause. À tout à l'heure. Chapitre 37, où on continue l'histoire de la fameuse infante Moko Makakin avec d'autres plaisantes aventures. Tout cela, Sancho ne l'écoutait pas sans une grande douleur en son âme. Il voyait disparaître et partir en fumée l'espérance de son titre seigneurial, la jolie princesse Moko Makakin s'était changée en Dorothée, le géant en Don Fernando, et son maître dormait à point fermé, bien indifférent à tout ce qui s'était passé. Dorothée ne pouvait se convaincre du fait que ce bonheur qui était sien n'était pas un songe. Cardenio était dans la même disposition d'esprit, et celui de Lucinda allait dans le même sens. Don Fernando rendait grâces au ciel de la faveur qu'il avait reçue, et de l'avoir tiré de cet inextricable labyrinthe où il s'était vu si près de perdre son crédit et son âme. En somme, tous ceux qui se trouvaient dans l'auberge se montraient heureux et joyeux, de la bonne issue qu'avaient trouvé des affaires si emmêlées et si désespérées. Dans son discernement, le curé donnait à tout cela sa juste signification, et félicitait chacun du bonheur qu'il avait obtenu. Mais celle qui jubilait et se réjouissait le plus, c'était la femme de l'aubergiste, car Cardenio et le curé lui avaient promis de lui payer tous les dommages et intérêts qu'elle avait subis à cause de Don Quichotte. Seul Sancho, comme on l'a dit, était l'affligé, l'infortuné, le triste, et c'est avec une expression mélancolique qu'il entra dans la chambre de son maître qui venait de se réveiller. Vous avez bien raison, monsieur triste figure. Dormez tant que vous voudrez, et ne vous souciez pas de tuer un géant ni de conduire la princesse à son royaume. Tout est fini maintenant. Terminé. Ça, je le sais, parce que j'ai eu avec ce géant la bataille la plus prodigieuse, la plus terrible que je crois que j'aurai jamais de tous les jours de ma vie, et d'un revers blanc, je lui ai envoyé sa tête au sol, tant de sang est sorti de lui que les ruisseaux couraient sur la terre comme de l'eau, ou comme du vin rouge. Il vaudrait mieux que vous disiez comme ça, parce que je veux que vous le sachiez. Si jamais vous ne le savez pas, le géant mort, c'est une outre percée. Le sang, 6 arrobes de vin rouge qu'il y avait dans son ventre, et la tête coupée, c'est la putain de ma mère et que tout aille au diable. Mais qu'est-ce que tu dis, espèce de fou? As-tu perdu la tête? Levez-vous, et vous verrez les bonnes provisions que vous avez faites, et ce que nous avons à payer, et vous verrez la reine transformée en une simple dame appelée Dorothée, avec d'autres événements, qui vous étonneront si vous tombez dessus. Je ne m'en étonnerai pas du tout, car si tu te souviens bien, la dernière fois que nous étions ici, je t'ai dit que tout ce qui s'y passait était chose d'enchantement, et il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que ce soit encore le cas. Je croirais parfaitement tout ça si mon histoire de la couverture avait été de ce genre, mais elle ne l'a pas été. C'était en vrai, réellement, et j'ai vu que l'aubergiste qui est ici aujourd'hui tenait un coin de la couverture, et qu'il me lançait jusqu'au ciel avec beaucoup de grâce et d'adresse, et autant de gaieté que de force. Et lorsqu'il se passe qu'on connaît les personnes, je pense, moi, tout ignorant et pécheur que je suis, qu'il n'y a aucun enchantement, mais beaucoup de courbatures et de mésaventures. Très bien, Dieu y remédiera. Aide-moi à m'habiller et laisse-moi aller là-dehors. Je veux voir les événements et les transformations dont tu parles. Sancho l'aida à s'habiller. Pendant ce temps, le curé raconta à Don Fernando et aux autres les folies de Don Quichotte et le stratagème dont il s'était servi pour le tirer de cette roche pauvre où il s'imaginait rester à cause des dédains de sa dame. Il leur raconta également presque toutes les aventures que Sancho lui avait racontées. Ils ne s'en étonnèrent pas peu et ils n'en rirent pas peu, car leur sentiment était celui de tous. Il s'agissait de la plus extraordinaire forme de folie qui puisse entrer dans une pensée qui divague. Le curé ajouta que maintenant, le bonheur survenu à la dame Dorothée empêchait de continuer plus longtemps leur plan. Il était nécessaire d'en inventer, d'en trouver un autre pour pouvoir le ramener chez lui. Cardenio se proposa pour continuer ce qu'on avait commencé. Lucinda jouerait et représenterait le personnage de Dorothée. Non, dit Don Fernando, il ne faut pas faire ainsi. Je veux que Dorothée continue son jeu. Dans la mesure où le village de ce bon chevalier n'est pas loin d'ici, j'aurai plaisir à ce qu'on utilise ce remède. Il n'y a pas plus de 2 journées, et même s'il n'y en avait plus, je me réjouirais de faire cette route afin de participer à une si bonne œuvre. C'est à ce moment que Don Quichotte sortit, armé de tout son attirail, le aume sur la tête, bien que tout cabossé, sa rondache au bras. Il s'appuyait sur son colossal tronc d'arbre, ou plutôt sur son petit épieu. Son extraordinaire figure ébahit Don Fernando et tous les autres, qui virent son visage au long d'une demi-lieue, sec et jaune, ses armes dépareillées, le sérieux de son attitude. Ils attendirent en silence de voir ce qu'il allait dire. Lui, avec beaucoup de calme et de gravité, dit les yeux fixés sur la belle Dorothée.
Mon écuyer que voici m'a informé, belle dame, que votre grandeur s'est annihilée, et votre être défait, car la reine et grande dame que vous étiez s'est changée en simple demoiselle. Si cela se fit par décision du roi Nécromant votre père, qui craignait que je ne vous apportasse pas l'aide nécessaire que je vous devais, je dis qu'il n'a pas su et ne sait pas la moitié de la messe, et qu'il était peu versé dans les histoires de chevalerie. En effet, s'il les avait lues et examinées avec autant d'attention et de temps que je les ai examinées et lues, il aurait vu qu'à chaque instant des chevaliers moins renommés que moi ont réussi les choses plus difficiles. Il n'est en effet pas très difficile de tuer un géant, si arrogant qu'il soit. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé en face de lui, mais je me tairai, pour ne pas être traité de menteur. Cependant, le temps, qui révèle toute chose, le dira au moment où nous nous y attendrons le moins. Tu t'es retrouvé en face de deux outres et pas d'un géant, dit alors l'aubergiste, auquel Don Fernando intima l'ordre de se taire et de n'interrompre en aucune façon le propos de Don Quichotte, qui reprit. Je dis en somme, dame haute et déshéritée, que si c'est pour la cause que j'ai dite que votre père a fait cette métamorphose sur votre personne, vous ne devez lui prêter aucun crédit, car sur cette terre il n'est pas un obstacle où mon épée ne s'ouvre un passage. C'est par elle que, mettant la tête de votre ennemi à terre, je mettrai sur votre tête la couronne de la vôtre en peu de jours. Don Quichotte se tut et attendit la réponse de la princesse. Elle savait que Don Fernando avait décidé de poursuivre la comédie jusqu'à ce qu'on ait ramené Don Quichotte chez lui, et avec beaucoup de grâce et de gravité, elle répondit. Qui que soit celui qui vous a dit, valeureux chevalier à la triste figure, que je m'étais transformé et avais changé mon être, il ne vous a pas dit vrai, car je suis aujourd'hui la même qu'hier. Sans doute certains événements inattendus et de bonne aventure ont apporté quelque changement en me donnant la meilleure que j'aurais pu désirer. Mais je n'ai pas laissé pour autant d'être la même que par le passé, et d'avoir encore, comme je l'ai toujours eu, l'intention de me prévaloir de la valeur de votre valeureux et invénérable bras. C'est pourquoi, cher Seigneur, ayez la bonté de rendre l'honneur au Père qui m'a engendré, et de le tenir pour un homme averti et prudent, car avec sa science il a trouvé cette voie si facile et si véritable pour remédier à mon infortune. Je crois en effet que sans vous, Seigneur, je ne serais jamais parvenu à atteindre le bonheur que j'ai, et en cela je dis aussi vrai que ces seigneurs ici présents sont bons témoins pour l'attester. Reste à nous mettre en route demain, car aujourd'hui nous ne pourrions plus beaucoup nous avancer. Quant à la suite du bon événement que j'attends, je m'en remets à Dieu et à la valeur de votre cœur. Ayant entendu ce que dit la visée Dorothée, Don Quichotte se tourna vers Sancho avec une expression très courroucée. Maintenant je te le dis, Sanchiquette, tu es le plus grand effronté qu'il y ait en Espagne. Dis-moi, bandit, maraudeur, est-ce que tu ne viens pas à l'instant de me dire que cette princesse s'était transformée en une demoiselle qui s'appelait Dorothée, et que la tête que je sais avoir coupée à un géant, c'était la putain de ta mère, et d'autres sottises qui m'ont embrouillé comme je ne l'ai jamais été de tous les jours de ma vie? Je le jure sur... Et tout en parlant, il regarda le ciel et serra les dents. Que j'ai bien envie de faire de toi un tel massacre qu'il mettra du plomb dans la cervelle à tous les menteurs d'écuyers de chevaliers errants qu'il y aura dorénavant au monde. Calmez-vous, cher seigneur. Il pourrait bien se faire que j'ai été trompé en ce qui concerne le changement de la dame princesse Mokomakakine. Mais en ce qui concerne la tête du géant, ou au moins les outres crevées, et que le sang était du vin rouge, je ne me suis pas trompé, vive Dieu, parce que les outres sont là-bas, à la tête de votre lit, et le vin rouge est devenu un lac dans la chambre, et sinon on le verra quand on vous voudra frire les œufs. Je veux dire que vous le verrez lorsque monsieur l'aubergiste vous demandera le dédommagement pour tout. Maintenant, moi je te le dis, Sancho, tu es un idiot. Excuse-moi, et ça suffit. Ça suffit, dit Don Fernando, et qu'on n'en parle plus. Et puisque madame la princesse dit qu'on partira demain parce qu'aujourd'hui il est déjà tard, on fera ainsi, et nous pourrons passer cette nuit en agréable conversation jusqu'au lendemain. Nous accompagnerons le seigneur Don Quichotte. Car nous voulons être témoins des exploits valeureux et inouïs qu'il va faire au cours de cette grande entreprise dont il s'est chargé. C'est à moi de vous servir et de vous accompagner. Soyez remerciés de la faveur que vous me faites, et de la bonne opinion que vous avez de moi. J'essaierai de montrer qu'elle est juste, ou bien j'y perdrai la vie et plus que la vie même, si on peut perdre plus qu'elle. Il y eut bien des paroles de politesse et bien des offres de service entre Don Quichotte et Don Fernando, mais c'est à ce moment qu'un voyageur entra dans l'auberge, créant un silence général. Son costume révélait un chrétien qui venait d'arriver du pays des morts, car il portait une casaque de drap bleu, courte en bas, avec des demi-manches et sans col. Les choses étaient aussi de toile bleue, et son bonnet avait la même couleur. Il portait des brodequins couleur date et un cimeterre mort suspendu à un baudrier en travers de sa poitrine. Derrière lui venait, montée sur un âne, une femme vêtue à la mauresque,
le visage voilé, la tête coiffée d'un bonnet de brocart. Elle portait un haïk qui la couvrait des pieds jusqu'aux épaules. C'était un homme de taille élancée et robuste, âgé d'un peu plus de 40 ans, plutôt brun de visage avec de larges moustaches et une barbe bien plantée. Sa belle apparence lui fait tenir pour une personne de qualité et de bonne naissance s'il eût été bien vêtu. Dès l'entrée, il demanda une chambre. On vit son dépit lorsqu'on lui dit qu'il n'y en avait pas dans l'auberge. Il rejoignit la femme morte, à en juger par son vêtement, et la prit dans ses bras pour lui faire mettre pied à terre. Lucinda, Dorothée, la femme de l'aubergiste, sa fille et Marie Thorne, entourèrent la mort, attirés par le costume nouveau et inconnu d'elle, et Dorothée, qui, toujours aimable, polie et perspicace, voyait qu'ils étaient tous les deux très déçus de l'absence d'appartement, lui dit « Ne vous inquiétez pas, chère madame, de l'absence de confort qu'il y a ici, c'est le propre des auberges. Toutefois, s'il vous plaît de partager notre chambre, elle montra Lucinda, peut-être trouverez-vous que vous n'avez encore jamais été aussi bien reçue de tout votre voyage. » Pour toute réponse, la femme voilée se leva de son siège et, croisant ses deux mains sur sa poitrine, baissant la tête, elle s'inclina en signe de remerciement. À son silence, on imagina que c'était sans doute une mort et qu'elle ne savait pas parler chrétien. Le captif, jusqu'alors occupé à autre chose, revint à ce moment-là, et voyant que toutes entouraient la femme avec laquelle il était, et qu'elle ne répondait rien à tout ce qu'on lui disait, dit « Mesdames, cette demoiselle comprend à peine ma langue, et n'en parle pas d'autre que celle de son pays. C'est pourquoi elle n'a pas répondu, et qu'elle ne répond pas à ce qu'on lui demande. » « Nous ne lui avons rien demandé, » répondit Lucinda. « Nous lui proposons seulement notre compagnie pour cette nuit, et une place dans la chambre que nous occupons, où nous lui offrirons très volontiers le confort que permettront les lieux. On doit rendre service aux étrangers qui en ont besoin, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme qu'on doit servir. »« En son nom et au mien, madame, je vous baise les mains, et j'apprécie beaucoup à sa juste valeur cette proposition gracieuse, car en cette occasion, et venant de personnes manifestement d'une telle qualité, on ne peut que se dire qu'elle est très grande. »« Dites-moi, monsieur, dit Dorothée, cette dame est-elle chrétienne ou mort? Son vêtement, en effet, et son silence nous font penser qu'elle est ce que nous ne voudrions pas qu'elle fût. »« Son vêtement est mort, ainsi que son corps, mais dans son âme elle est très profondément chrétienne, car elle a un immense désir de le devenir. »« Elle n'est donc pas baptisée? » ?»« Elle n'en a pas eu encore l'occasion depuis qu'elle a fui Alger, sa patrie, son pays. Jusqu'à présent, elle n'a pas couru le risque d'une mort si proche qu'il fut nécessaire de la baptiser sans lui avoir enseigné d'abord toutes les cérémonies ordonnées par notre sainte mère l'Église. Mais il plaira à Dieu qu'elle soit bientôt baptisée, avec toute la solennité qu'exige son rang, qui est plus élevé que ce qu'indique son costume, et le mien. » À ces propos, tous les auditeurs eurent envie de savoir qui était la mort et le captif, mais personne ne voulut leur poser de questions pour le moment, voyant qu'il importait de leur donner du repos plutôt que de les interroger sur leur vie. Dorothée prit la jeune femme par la main et l'emmena s'asseoir à côté d'elle en la priant d'ôter son voile. Celle-ci regarda le captif comme pour lui demander ce qu'on lui disait et ce qu'elle devait faire. Dans la langue des Arabes, il lui dit qu'on lui demandait d'ôter son voile et de le faire. Elle le fit aussitôt et découvrit un si beau visage que Dorothée la trouva plus jolie que Lucinda, Lucinda plus jolie que Dorothée, et tous les assistants constatèrent que si un visage pouvait égaler le leur, c'était celui de la mort, et il s'en trouva même pour lui donner un certain avantage. Et comme la beauté a le privilège et la grâce de réconcilier les esprits et de susciter les bonnes volontés, tous se rendirent aussitôt au désir de servir avec prévenance la belle mort. Don Fernando demanda au captif comment elle s'appelait. « Léla Zoraïda, répondit-il. Mais celle-ci avait compris ce qu'avait demandé le chrétien, et elle dit aussitôt avec une inquiétude pleine de charme « Non, non, pas Zoraïda, Marie, Marie. » Elle faisait comprendre qu'elle s'appelait Marie et non Zoraïda. Ces mots, et la grande émotion avec laquelle la mort les avait dits, firent verser plus d'une larme à ceux qui l'entendirent, surtout aux femmes, tendres et compatissantes de nature. Lucinda l'embrassa avec beaucoup d'affection en disant « Oui, oui, Marie, Marie. » La mort répondit « Oui, oui, Marie, Zoraïda Macange. » Ce qui veut dire non. La nuit était en train de tomber, et sur l'ordre de ceux qui accompagnaient Don Fernando, l'aubergiste s'était employé avec diligence et application à préparer le repas du soir du mieux possible. Le moment venu, ils s'assirent donc tous à une table longue comme celle des domestiques dans un office, car il n'y en avait ni de ronde ni de carré dans toute l'auberge. Ils donnèrent le haut bout, le siège principal à Don Quichotte, bien qu'il s'y refusât. Il voulut que la princesse Mocomacaquine fût à ses côtés, puisqu'il veillait sur elle. Puis s'assirent Lucinda, Zoraïda
et en face d'elle Don Fernando et Cardenio, et ensuite le captif et les autres gentilshommes, tandis que le curé et le barbier se tenaient auprès des dames. Ainsi dînèrent-ils avec un grand plaisir, qui s'accrut encore lorsqu'ils virent que Don Quichotte, dans une inspiration semblable à celle qu'il avait fait parler si longuement lors du dîner avec les chevriers, se mettre à dire: En vérité, tout bien considéré, messieurs, ils voient des choses grandes, des choses inouïes, ceux qui professent l'ordre de la chevalerie. Autrement se trouverait-il une âme en ce monde pour, passant la porte de ce château et nous voyant en cette sorte, ne pas juger et croire que nous sommes qui nous sommes? Qui pourrait dire que cette dame qui se trouve à mes côtés est cette grande reine que nous savons tous, et que je suis ce chevalier à la triste figure qui, dans cette région, court sur toutes les bouches? À présent, il ne faut plus douter que cet art et exercice dépasse tous ceux que les hommes ont inventés, et qu'il doit d'autant plus s'estimer qu'il est le plus exposé au danger. Ôtez de ma vue ceux qui diront que les lettres l'emportent sur les armes. Qui qu'ils soient, je leur dirai qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Leur argument ordinaire, en effet, celui qu'ils avancent le plus, est que les travaux de l'esprit l'emportent sur ceux du corps, et que les armes s'exercent seulement avec le corps, comme si c'était un exercice de portefaix qui ne demande rien d'autre qu'une grande force. Ou comme si les armes, ainsi que nous les appelons, nous qui en faisons profession, ne contenaient pas les œuvres de la vertu de force, lesquelles requièrent un grand entendement pour être exécutées. Ou comme si le courage du guerrier chargé d'une armée ou de la défense d'une ville assiégée ne mettait en œuvre aussi bien l'esprit que le corps. Autrement, dites-moi si les forces du corps parviennent à comprendre ou à conjecturer l'intention de l'ennemi, les plans, les stratagèmes, les problèmes difficiles, la prévention des dangers qu'on redoute, car toutes ces choses sont des opérations de l'entendement auxquelles ne participe en rien le corps. Puisqu'il est donc établi que les armes requièrent l'esprit aussi bien que les lettres, voyons à présent lequel des deux esprits, de celui du lettré ou de celui du guerrier, se travaille le plus. Cela pourra se comprendre par la fin, le terme auquel chacun d'eux se dirige, car c'est l'intention qui vise à la plus noble fin qui doit être la plus estimée. La fin est le terme des lettres, je ne parle pas en ce moment des lettres divines, qui visent à diriger et à conduire les âmes au ciel, une fin aussi infinie ne peut se comparer à rien. Je parle des lettres humaines, dont la fin est d'établir la justice distributive, de donner à chacun ce qui lui appartient, de tâcher et de faire que les bonnes lois soient observées. Fin sans doute généreuse et haute, et digne de grande louange, mais d'une louange moindre que celle que mérite la fin visée par les armes, lesquelles ont pour objet et pour fin la paix, le plus grand bien que les hommes puissent désirer en cette vie. C'est ainsi que les premières bonnes nouvelles qu'eut le monde furent celles que donnèrent les anges cette nuit, qui fut notre jour lorsqu'ils chantèrent gloire dans les hauteurs et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. Et quant à la salutation que le maître le meilleur de la terre et du ciel enseigna à ses proches et ses favoris, ce fut de leur dire qu'en entrant dans n'importe quelle maison, ils devraient dire la paix soit en cette maison. Et bien d'autres fois il leur dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix soit avec vous. Tout à fait comme un joyau, un gage donné et laissé par cette main-là, un joyau sans lequel ni sur terre ni au ciel aucun bien ne peut être. Cette paix est la véritable fin de la guerre, car dire armes et guerre revient au même. Cette vérité admise que la fin de la guerre est la paix, et que sur ce point l'avantage est aux lettres pour ce qui concerne la fin. Venons-en maintenant aux souffrances corporelles chez le lettré et chez celui qui y fait profession des armes, et voyons lesquelles sont les plus grandes. C'est ainsi, en des termes si bons, que Don Quichotte allait poursuivant son discours, qui interdit désormais à tous ses auditeurs de le prendre pour un fou. Au contraire, la plupart étant gentilshommes et donc attachés aux armes, ils l'écoutaient avec beaucoup de plaisir. Il continua. Je dis donc que les souffrances de celui qui étudie sont les suivantes. D'abord la pauvreté, non que tous soient pauvres, mais je veux pousser le cas aussi loin que possible. Il me semble qu'en ayant dit qu'il endure la pauvreté, il n'y a rien de plus à dire de son mauvais sort, car qui est pauvre ne vit rien de bon. Cette pauvreté, il l'endure sous différentes formes, la faim ou le froid, ou le dénuement, ou tout cela ensemble. Et pourtant, malgré tout, elle ne va jamais jusqu'à n'avoir rien à manger, même s'il mange un peu plus tard que la règle et que ce soit des restes des riches, car la pire misère des étudiants est celle-ci, qu'ils appellent entre eux à aller à la soupe. Ils trouvent toujours chez quelqu'un un brasero, une cheminée pour sinon se réchauffer, au moins attiédir leur froid. Enfin, la nuit ils dorment à couvert. Je passe sur d'autres menus détails, par exemple que les chemises manquent, qu'il n'y a pas abondance de chaussures, que le vêtement est rare et mince, et que l'indigestion est un vrai bonheur lorsque la bonne fortune leur offre quelque banquet. Par ce chemin âpre et difficile que je viens de peindre, trébuchant ici, tombant là,
Se relevant ailleurs pour retomber plus loin, ils accèdent au titre qu'ils désirent. Mais une fois qu'il a été obtenu, nous en avons vu beaucoup qui, passés ces Syrtes, ces Charybes et Scylla, sont comme transportés sur les ailes d'une fortune favorable. Je veux dire que nous les avons vus donner des ordres et gouverner le monde depuis leur fauteuil, leur faim changée en satiété, leur froid en agréable fraîcheur, leur dénuement en costume de luxe, et leur sommeil sur une natte en doux repos sur des toiles de Hollande et des soies damassées, juste récompense de leur vertu. Mais si on les oppose ou les compare à celles de la milice guerrière, leur souffrance reste loin derrière, comme je vais l'expliquer. Chapitre 38, qui traite du discours intéressant et détaillé de Don Quichotte sur les armes et les lettres. Don Quichotte poursuivit. Puisque, à propos de l'étudiant, nous avons commencé par la pauvreté et ce qu'elle implique, voyons si le soldat est plus riche. Nous allons voir qu'il n'est pas de pauvreté plus pauvre que la sienne, car il dépend d'une paix misérable qui vient tard ou jamais, ou de ce que ses mains peuvent chaparder au péril notable de sa vie et de sa conscience. Parfois son dénuement est tel qu'une casaque déchiquetée lui sert d'habit et de chemise. Au beau milieu de l'hiver, en rase campagne, il a pour protection ordinaire contre les inclémences du ciel la seule haleine de sa bouche, dont je tiens pour avérer que, sortant d'un lieu vide, elle doit sortir froide contre toute nature. Mais croyez-vous qu'il croit que la nuit venue il pourra récupérer de toutes ses œuvres dans le lit qui l'attend ? Sauf par sa propre faute, ce lit ne pêchera jamais par son étroitesse. Le soldat peut lui donner sur la terre toutes les dimensions qu'il veut, il peut s'y retourner à son aise sans craindre de s'entortiller dans les draps. Vienne après tout cela le jour, l'heure où ses activités reçoivent leur titre universitaire, vienne le jour de la bataille, où on lui mettra sur la tête un bonnet, de charpie, pour le soigner d'une balle qui peut-être aura traversé ses tempes ou le laissera estropié d'un bras ou d'une jambe. Et quand cela n'arriverait pas, et que le ciel compatissant l'aurait conservé et gardé en vie et en bonne santé, il est très possible qu'il reste aussi pauvre qu'avant, et qu'il faille un autre et un autre combat, une autre et une autre bataille, et qu'il en sorte toujours vainqueur pour obtenir quelque mieux. Mais ces miracles se voient rarement. Dites-moi, messieurs, n'avez-vous pas remarqué que ceux qui ont été récompensés à la guerre sont beaucoup moins nombreux que ceux qui y ont péri ? Nul doute qu'il vous faille répondre qu'il n'y a aucune comparaison, qu'on ne peut dénombrer les morts et qu'à compter ceux qui ont été récompensés, on ne dépassera pas un nombre à 3 chiffres. C'est tout le contraire pour les lettrés, car avec leurs robes, je ne veux pas dire leurs manches, ils ont tous de quoi assurer le nécessaire. Ainsi, bien que les épreuves du soldat soient plus grandes, sa récompense est bien moindre. Mais on rétorquera qu'il est plus facile de récompenser 2000 lettrés que 30 000 soldats. En effet, on récompense les uns en leur donnant les offices nécessairement réservés à ceux de leur profession, tandis que les autres peuvent être récompensés seulement sur les biens du seigneur qu'ils servent. Mais cette impossibilité renforce mon argument. Toutefois, laissons cela de côté, c'est un labyrinthe dont il est très difficile de sortir. Revenons plutôt à la prééminence des armes sur les lettres, matière qui reste à établir en fonction des arguments que chaque partie allègue. Parmi ceux-ci, j'en ai parlé, les lettres disent que sans elles, les armes ne pourraient subsister. Car la guerre a aussi ses lois et s'y assujettit. Or, les lois se rangent sous la rubrique de ce que sont les lettres et les lettrés. À quoi les armes répondent que les lois ne pourraient subsister sans elles, car c'est avec les armes qu'on défend les républiques, qu'on maintient les royaumes, qu'on protège les villes, assure la sécurité des routes, nettoie les mers des corsaires. En somme, sans elles, les républiques, les royaumes, les villes, les chemins par terre ou par mer seraient sujets à la violence et au désordre qu'apporte avec elle la guerre, le temps qu'elle dure et à licence d'user de ses privilèges et de ses forces. Or, c'est raison avérée qu'on estime plus, et doit estimer plus, ce qui coûte le plus. Parvenir à s'élever par les lettres coûte du temps, des veilles, la faim, le dénuement, la tête qui tourne et l'estomac sans rien à digérer, avec d'autres mots annexes auxquels j'ai déjà fait allusion. Toutefois, devenir pas à pas un bon soldat coûte la même chose qu'à l'étudiant, mais à un degré tellement plus élevé qu'il n'est pas de comparaison, car à chaque pas on est tout près de perdre la vie. La peur de manquer, ou d'être pauvre qui peut toucher et harceler l'étudiant, égare-t-elle celle que connaît le soldat qui se retrouve encerclé dans quelque place fortifiée, et qui, placé en sentinelle perdue ou de garde dans un ravelin ou un cavalier, sent que les ennemis sont en train de creuser une mine du côté où il est sans pouvoir en aucun cas s'éloigner de là, et fuir le danger qui menace de si près? Tout ce qu'il peut faire, c'est prévenir son capitaine de ce qui se passe pour qu'il y remédie par une contremine, et rester là sans bouger à trembler et à attendre le moment
où il devra subitement monter sans aile jusqu'au nuage, ou descendre dans l'abîme sans l'avoir voulu. Si ce danger semble léger, voyons s'il égale ou le dépasse celui de 2 galères qui s'abordent par la proue au milieu de la mer infinie. Elles sont enfoncées l'une dans l'autre, enchevêtrées. Il reste au soldat pour tout seul l'espace des 2 pieds que lui concède une planche près de l'éperon. Malgré tout, même s'il voit en face de lui la menace d'autant de ministres de mort qu'il y a chez l'ennemi de canons d'artillerie pointés en cet instant à une longueur de lance de son corps, même s'il voit qu'à la première erreur de ses pieds, il ira visiter les profondes cavernes de Neptune, malgré tout, d'un cœur intrépide, porté par l'honneur qui l'anime, il s'expose en cible à toute cette arquebuserie et essaie de gagner par un si étroit passage le vaisseau ennemi. Le plus admirable est que dès que l'un tombe là où il ne se relèvera plus jusqu'à la fin des temps, un autre occupe son poste, et si celui-ci tombe aussi à la mer qui tel l'ennemi le guette, un autre, et un autre encore, lui succèdent, sans perdre de temps au temps de leur mort. On ne peut trouver plus grande vaillance, plus grande hardiesse parmi les périls de la guerre. Bienheureux, bénis les siècles qui ne connurent pas la terrifiante rage de ces démoniaques instruments d'artillerie, dont l'inventeur, j'en suis sûr, touche à cette heure en enfer le prix de sa diabolique invention. Avec elle, il permit à un bras infâme et couard d'ôter la vie à un valeureux chevalier, sans savoir comment ni par où, alors que le courage et la fougue embrasent et animent les cœurs généreux, une balle perdue peut être tirée par un fuyard qui effraya l'éclat de la flamme lorsque la maudite machine fit sa décharge, coupe court, met fin en un instant aux pensées, à la vie d'un homme qui aurait dû en jouir pour de longs siècles. C'est pourquoi, lorsque j'y réfléchis, j'en viendrais presque à dire qu'il pèse à mon âme d'être entré dans cet exercice de la chevalerie errante, à un âge aussi haïssable que celui où nous vivons à présent. Car si aucun danger ne m'effraie, toutefois je m'afflige à l'idée que la poudre et l'étain puissent m'ôter la possibilité de me rendre fameux et connu pour la valeur de mon bras et le tranchant de mon épée sur toute la face émergée de la terre. Mais si je parviens à mon but, plaise au ciel de bien vouloir qu'on m'estime d'autant plus que je me suis exposé à des dangers plus grands que ne l'ont fait les chevaliers errants des siècles passés. Tout ce long vagabondage de paroles, Don Quichotte le fit pendant que les autres dînaient, en oubliant de porter la nourriture à sa bouche, bien que de temps à autre Sancho Panza lui eût dit de dîner, qu'après il aurait le temps de dire tout ce qu'il voudrait. Ceux qui l'avaient écouté éprouvèrent à nouveau de la peine en voyant que cet homme manifestement doué de telles qualités d'intelligence et de raisonnement, dans tout ce qu'il disait, les avait perdus si entièrement lorsqu'il s'était agi pour lui de sa noire chevalerie, plus noire que la poix. Le curé lui dit qu'il avait tout à fait raison dans tout ce qu'il avait dit en faveur des armes, et que lui, quoique lettré et diplômé, était de son avis. Ils finirent de dîner, on débarrassa, et pendant que la femme de l'aubergiste, sa fille et Maritorne préparaient le galetas de Don Quichotte de la Manche, dans la pièce où il avait été prévu que les femmes se retireraient entre elles, Don Fernando pria le captif de leur raconter l'histoire de sa vie, car il était impossible qu'elle ne fût pas singulière et savoureuse, d'après ce qu'il avait commencé à en révéler lorsqu'il était arrivé en compagnie de Zoraïda. Le captif répondit qu'il ferait très volontiers ce qu'il lui ordonnait, mais qu'il craignait seulement que l'histoire ne leur donne pas le plaisir qu'ils en attendaient. Pourtant, afin de ne pas lui manquer d'obéissance, il allait leur raconter. Le curé et tous les autres l'en remercièrent, et l'en prièrent de nouveau. Lui, en se voyant ainsi prier, dit « Les prières étaient inutiles, le commandement avait assez de pouvoir. Aussi, messieurs, soyez tous attentifs, et vous entendrez une histoire vraie que peut-être n'égaleront pas celles qui sont inventées, et qu'on compose avec art, attention et réflexion. » À ces paroles, tous s'installèrent et firent silence. Voyant qu'il se taisait, et attendait ce qu'il allait dire, il se mit à parler d'une voix agréable et posée. Et c'est la fin du chapitre 38, les amis. On va se marquer une petite pause. Et ce sera la seule pause de ce soir d'ailleurs. Et du coup, bye bye Miari, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et bonsoir, Dimal qui est arrivé en cours de route. J'espère que vous allez bien tous, j'espère que la lecture jusqu'à présent vous plaît. Moi ça me plaît davantage parce qu'on retourne sur Don Quichotte et sur Sancho Panza et je les trouve plus intéressants. Comme nous dit Miari, j'aime que Sancho soit intéressé et vulgaire, ça m'amuse pas mal. Je suis d'accord, je trouve que Sancho c'est un ressort comique qui fonctionne très très bien. Et puis en plus il est assez pleutre en quelque sorte. Alors après il a des raisons, hein, on va dire, mais il est assez pleutre, etc. Du coup ça tranche vachement avec la deuxième partie de son duo avec Don Quichotte.
Donc ouais, moi je suis très heureux de retrouver Sancho Panza et Don Quichotte là pour le coup. Et même si c'est pas passé grand chose, et même si c'était. Enfin, il s'est passé des choses, mais c'était pas pour raconter grand chose, je trouve. Et ben, je me plais beaucoup plus à entre guillemets côtoyer Don Quichotte et Sancho Panza que les autres personnages. Donc ça c'est cool. Euh, Là, le petit chapitre qu'on vient de lire, je le trouve tout à fait singulier. Il y a de ci, de là, quand même, dans l'œuvre, plusieurs chapitres qui ont eu cet aspect-là un petit peu, où d'un seul coup, c'était comme si on sortait de l'histoire. Enfin, c'est comme si un personnage sortait de l'histoire et nous donnait son avis sur un sujet de société ou quoi que ce soit. Donc là, voilà, on a eu, entre guillemets, l'avis de Don Quichotte, qui apparemment est partagé par tout le monde, euh, avec, donc ouais, son avis sur le fait que prévaudraient les armes sur les lettres. C'est marrant parce que je trouve que c'est un discours qui est un peu. Enfin, un discours. Un questionnement qui est un peu passé de mode. Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que oui, il y a toujours eu et il y a toujours actuellement, au fond de pas mal de gens, le, le débat de est-ce que la force ou l'intelligence, c'est quoi le mieux? Pour faire très 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 grossier. Parce que bon, bien sûr, quand on est dans les armées, on n'est pas forcément con, et quand on est dans les lettres, on n'est pas forcément pas fort. Euh, mais ouais, je pense que c'est un truc qui revient souvent, entre guillemets, mais c'est vrai que je pense que c'est un débat ou une question un petit peu... comment on appelle ça déjà quand quelque chose est retiré de son endroit? C'est un peu uchronique, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je vais chercher, sinon ça va m'énerver. Figure de style. Anachronique. Anachronique. C'est pas ça? Un anachronisme. Une erreur de chronologie. Yes. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc je trouve que c'est un peu anachronique. Je trouve que c'est un peu anachronique. C'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un débat, un questionnement qui anime la société de nos jours. De dire est-ce que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux les mecs qui font des études ou est-ce que c'est mieux les mecs qui vont à l'armée parce que grosso modo, ce serait à peu près ça aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un débat un peu. En vrai, je pense que c'est un débat un peu con déjà de base, pour être franc. Après, là, c'est que mon avis et j'engage que mon avis. Et puis, j'ai pas réfléchi à la question pour être franc, mais. Mais ouais, du coup, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est pas une question qui m'intéresse, en fait. C'est pas une question qui m'intéresse et du coup, je trouve ça marrant, intéressant, étonnant que ça ait été un débat à une époque et voilà que ça soit disputé et voilà et qu'a priori peut-être c'était plutôt la majeure partie des gens qui pensaient de la manière suivante que l'armée, enfin les armées, c'était mieux que les lettres, a priori, de ce que je pense comprendre du texte. Après, peut-être me trompe, hein. Peut-être que c'est que l'avis de Don Quichotte et des autres personnages, et peut-être de Cervantes, et c'est pour ça qu'il présente cet avis-là. Mais ouais. Du coup, voilà, intéressant, mais sans plus. Moi, je préfère quand il y a l'histoire, fiction, fiction à fond, entre guillemets. Ça m'a. Enfin, aucun rapport, mais ça me fait penser à autre chose. Je me suis rendu compte d'une chose en dialoguant avec mon padré. Je me suis rendu compte qu'en fait, un truc qui me saoule en littérature, parce qu'en fait, on parlait de plein de littérature et de potentiels textes que je pourrais faire plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en littérature, tout ce que je n'aimais pas trop, c'était ce qui était trop réaliste, mais même plus que ça, c'est ce qui était historique. Vraiment, n'importe quel texte que ce soit, si ça a trop une prédominance de réalisme et surtout d'historique, ça me gonfle à l'infini, quoi. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais voilà, là c'est pas vraiment historique, enfin si c'est historique, mais c'est d'une autre manière, c'est-à-dire que là voilà, on observe un petit peu la manière de penser d'une époque, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que je m'attends pas forcément à ça dans Don Quichotte. Enfin bon bref, je commence à tourner en rond, hein, non? Donc voilà, on a plutôt eu l'arrivée de deux nouveaux personnages
qui, encore une fois, peuvent être intrigants. Encore une fois, je suis saoulé de voir des nouveaux personnages arriver et agrandir la troupe. Et surtout, je suis saoulé d'avance parce que, je vous avoue, encore une fois, qu'on va avoir un sous-récit, qu'on va avoir un récit cadre et puis un nouveau narrateur, puisque ça y est, le mec là, dont on n'a même pas le nom d'ailleurs, hein, eh bien, enfin, le nouvel arrivant, quoi, va nous faire le récit de son voyage, je suppose, et ça va durer 3 chapitres. Donc voilà, on est reparti encore une fois sur une nouvelle au sein même du roman. Et du coup, bah encore une fois, je pense qu'on a tout le loisir de ne pas retrouver Don Quichotte et Sancho Panza pour les chapitres à venir. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde bien. Mais bon. En tout cas, ouais, ça va prendre 3, voire 4 même chapitres de ce que je vois au sommaire. Mais ce soir, nous n'allons qu'entamer le récit et n'en lire que 2. Parce que déjà, ça fera déjà pas mal de pages. Et parce qu'en plus, je sens d'ores et déjà, je l'ai senti assez vite, je dois vous l'avouer, dans la lecture, que mes cordes vocales travaillent bien là. Là, je sens mes cordes vocales un petit peu fébriles. Donc clairement, je ne suis pas encore remis. Je vais essayer de m'économiser, je vais essayer de faire ça bien. Vous avez, j'espère que ça n'a pas, entre guillemets, dégradé ma qualité de lecture. J'espère que c'est bon pour vous, les amis. J'espère que ça s'entend pas trop, parce que j'ai peur de changer ma manière de lire inconsciemment pour pas m'abîmer la voix. Alors après, je sais déjà que consciemment, j'essaie de un peu moins forcer sur la voix de Don Quichotte, parce que il y a moyen que ce soit la voix de Don Quichotte qui m'ait bien pété la voix aussi. Parce que la voix de Don Quichotte, je la fais très haut perché à la base. Donc ouais, j'essaie de faire au mieux pour tenir le plus longtemps possible pour ménager ma monture. Allez, trêve de bavardage. Je vous souhaite encore une très bonne écoute à tous ceux qui me suivent sur Twitch comme à tous ceux qui me suivront sur YouTube. Et je vous dis encore une fois à dans 30-40 minutes pour la fin de ce live. On est parti pour 2 bons chapitres. Chapitre 39, où le captif raconte sa vie et ce qui lui est arrivé. C'est d'un village des montagnes de Léon qu'est originaire mon lignage, envers qui la nature s'est montrée plus bienveillante et libérale que la fortune, même si, dans la parcimonie de ces villages, mon père passait pour riche. Il l'aurait été pour de bon s'il avait mis autant de talent à conserver son bien qu'il en mettait à le gaspiller. Ce caractère libéral et dépensier lui était venu d'avoir été soldat ses années de jeunesse. La vie militaire est une école où l'avare devient généreux, le généreux prodigue. Y rencontre-t-on quelques soldats ladres, ils sont comme des monstres et on en voit très peu. Mon père passait les bornes de la liberté. Mon père passait les bornes de la libéralité et frôlait celles de la prodigalité. Ce qui n'est d'aucun profit à l'homme marié avec des enfants qui doivent hériter de son nom et de ce qu'il est. Mes parents en avaient 3, tous de sexe masculin, et tous en âge de se choisir un état. Voyant bien que, comme il le disait lui-même, il ne pouvait aller contre son caractère, mon père voulut se priver de la cause et de l'instrument qui le rendait dépensier et trop généreux. Ce fut de se priver de son bien, sans lequel Alexandre en personne semblerait mesquin. C'est pourquoi il nous prit tous les 3 à part dans une pièce, et nous tint à peu près ce discours. Mes fils, pour vous dire que je vous aime, il suffit de savoir et de dire que vous êtes mes fils. Et pour comprendre que je vous aime mal, il suffit de savoir que je ne me bride pas lorsqu'il faudrait conserver votre bien. Aussi, afin que vous compreniez dorénavant que je vous aime en père et ne veux pas vous détruire en parâtre, je veux faire une chose pour vous. Depuis des jours j'y pense, j'ai mûrement réfléchi. Vous êtes maintenant en âge de prendre état, ou du moins de choisir une occupation qui plus tard vous rapporte honneur et profit. Ce que je veux faire, c'est diviser mon bien en 4 parties. 3 que je vous donnerai, à chacun la sienne sans aucune inégalité. Je garderai la dernière pour vivre et subvenir à mes besoins le temps qu'il plaira à Dieu de me laisser en vie. Cependant, je voudrais que chacun, une fois qu'il aura pris possession de la part de richesse qui lui revient, suive un des chemins suivants. Dans notre Espagne, il y a un proverbe que je trouve très vrai, comme d'ailleurs ils le sont tous, puisque ce sont des phrases brèves tirées d'une longue et judicieuse expérience. Celui dont je parle dit Église, mère ou maison du roi, comme pour dire plus clairement que celui qui veut honneurs et richesses doit entrer dans l'église, naviguer pour pratiquer l'art du commerce, ou entrer dans la maison du roi, à son service. Car on dit
Mieux vaut miette de roi que cadeau de seigneur. Si je parle ainsi, c'est ce que je voudrais. Et telle est ma volonté, que l'un de vous suive les lettres, l'autre le commerce, et que l'autre serve le roi dans ses guerres, car il est difficile d'entrer à son service dans sa maison, et même si la guerre ne donne pas de grandes richesses, elle donne beaucoup d'honneur et beaucoup de renommée. D'ici 8 jours, je vous donnerai votre part en argent, sans vous tromper d'un maravédi, comme vous le verrez par les faits. Dites-moi maintenant si vous voulez suivre mon avis, mon conseil, et ce que je vous ai proposé. Il s'adressa à moi pour que je réponde en tant qu'aîné. Après lui avoir dit de ne pas se défaire de ses biens, mais plutôt de tout dépenser comme il voulait, car nous étions en âge de gagner notre vie, je finis par conclure que j'accomplirais sa volonté, et que la mienne était de suivre l'exercice des armes en servant Dieu et mon roi. Mon deuxième frère fit les mêmes offres, et choisit d'aller aux Indes y investir la part de fortune qui lui revenait. Le cadet, je pense le plus avisé, dit qu'il voulait entrer dans l'église, ou bien aller à Salamanque, achever les études qu'il avait entreprises. Dès que nous nous fûmes mis d'accord et que nous eûmes choisi nos occupations, mon père nous embrassa tous les trois, et aussi vite qu'il le put en sa promesse en donnant à chacun sa part qui, si je m'en souviens bien, montait à 3000 ducats en espèces. En effet, un oncle à nous avait acheté tout le patrimoine et l'avait payé comptant, afin que rien ne sorte de l'arbre de la famille. Tous les trois, nous quittâmes le même jour notre bon père. Mais à cet instant, il me parut inhumain que, dans sa vieillesse, mon père restât avec si peu de fortune, et j'obtins de lui qu'il prenne 2000 ducats sur les 3000 qui me revenaient. Le reste, en effet, me suffisait pour subvenir aux besoins d'un soldat. Poussé par mon exemple, mes deux frères lui en donnèrent chacun 1000, de sorte que mon père resta avec 4000 en espèces, plus les 3000 auxquels étaient estimés ses propres biens, qu'il n'avait pas voulu vendre et avait gardés en bien fond. Nous nous séparâmes donc de lui et de cet oncle dont j'ai parlé, non sans beaucoup de peine et de larmes. Ils nous demandèrent de leur faire savoir de nos nouvelles, bonnes ou mauvaises, toutes les fois que nous en aurions la possibilité. Nous le leur promîmes, ils nous embrassèrent et nous donnèrent leur bénédiction. L'un prit le chemin de Salamanque, l'autre de Séville, et moi celui d'Alicante, où j'avais appris qu'un bateau génois chargeait de la laine pour Gênes. Il y aura bientôt 22 ans que j'ai quitté la maison de mon père, durant lesquels, malgré quelques lettres que j'ai écrites, je n'ai eu aucune nouvelle ni de lui ni de mes frères. Ce qui s'est passé durant tout ce temps, je vais le dire brièvement. Je m'embarquai à Alicante, arrivai à Gênes au terme d'un bon voyage, allai de là à Milan, où je me pourvus d'armes et de quelques beaux habits de soldat. De là je voulus aller m'enrôler dans le Piémont, mais sur le chemin d'Alexandria de la Palla, j'appris que le grand-duc d'Albe passait en Flandre. Je changeai d'intention et le suivis. Je servis sous lui dans ses campagnes, assistai à la mort des comtes d'Egmont et de Horn, et parvins à devenir enseigne d'un célèbre capitaine de Guadalajara, appelé Diego de Urbina. Au bout de quelque temps, on reçut des nouvelles de la Ligue que sa sainteté le pape Pie V, d'heureuse mémoire, avait formée avec Venise et l'Espagne contre l'ennemi commun, le Turc, dont la flotte avait en ce temps pris la fameuse île de Chypre, alors sous la domination de Venise, perte malheureuse et lamentable. On sut de façon certaine que le général de cette ligue serait le sérénissime Don Juan d'Autriche, frère naturel de notre bon roi Don Philippe. On répandit le bruit d'un immense appareil de guerre en préparation. Tout cela m'excita, suscita en moi le désir et l'envie de participer à la campagne attendue, et malgré les signes, presque des promesses fermes que je serais promu capitaine à la première occasion qui se présenterait, je décidai de tout quitter et d'aller en Italie. Ce que je fis. Ma bonne chance voulut que le seigneur Don Juan d'Autriche vint d'arriver à Gênes avant d'aller à Naples, s'unir à la flotte vénitienne, ce qu'il fit plus tard à Messine. Ce que je dis donc, c'est que je me suis trouvé à cette très heureuse bataille, déjà devenu capitaine d'infanterie, charge honorable où m'éleva ma bonne chance plus que mes mérites. En ce jour si faste pour toute la chrétienté, puisque le monde et toutes les nations y revinrent de l'erreur où ils se trouvaient, et qui consistait à croire que les Turcs étaient invincibles sur mer, en ce jour, dis-je, où l'orgueil, la superbe des Ottomans furent brisés, parmi tous les soldats qui y furent heureux, car plus heureux fut le destin de ceux qui moururent que celui de ceux qui restèrent vivants et vainqueurs, moi seul je fus infortuné. Au lieu de la couronne navale que j'aurais pu espérer au temps des Romains, je me vis la nuit qui suivit ce jour fameux, les chaînes aux pieds, les menottes aux mains. Voici ce qui se passa. Udjali, roi d'Alger, corsaire hardi et chanceux, avait abordé et pris la galère capitaine de Malte. Capitaine de Malte. 3 gentilshommes à peine y restaient en vie, tous gravement blessés. La galère capitaine de Juan Andrea
vint à leur secours. Je m'y trouvai avec ma compagnie et je fis ce qu'il faut faire dans ce genre d'occasion. Je sautai dans la galère ennemie. Mais celle-ci s'écarta de celle qui l'avait abordée, empêchant mes soldats de me suivre, et je me retrouvai donc isolé parmi mes ennemis, auxquels je ne pus résister. Ils étaient trop et ils me capturèrent, couvert de blessures. Vous l'avez entendu dire, messieurs, Hodj Ali se sauva avec toute son escadre. Je me retrouvai donc en son pouvoir, prisonnier, seul à être triste quand tant d'autres se réjouissaient, captif quand tant d'autres étaient libres, puisque ce jour-là 15 000 chrétiens recouvrèrent la liberté chérie, qui tous étaient aux rames dans la flotte turque. On m'emmena à Constantinople, où le grand turc Sélim nomma mon maître général de la mer, car il avait fait son devoir pendant la bataille et avait rapporté en preuve de son courage l'étendard de l'ordre de Malte. L'année suivante, en 1572, je me retrouvai à Navarin, sur la galère aux 3 fanaux. Je vis et remarquai l'occasion qu'on y rata de prendre au port toute la flotte turque. En effet, tous les Levantins et tous les janissaires qui s'y trouvaient furent convaincus qu'on allait les attaquer à l'intérieur même du port. Ils avaient préparé leurs vêtements et leurs passamacs, c'est-à-dire leurs chaussures, pour fuir tout de suite à terre sans attendre l'assaut. Telle était désormais leur peur de notre flotte. Mais le ciel en ordonna autrement. Non par la faute ou la négligence du général qui commandait les nôtres, mais pour les péchés de la chrétienté, parce que Dieu veut et permet que nous ayons toujours des bourreaux qui nous châtient. Ce qui se passa, c'est que Djali se retira à Modon, une île près de Navarin. Il y mit à terre ses troupes, fortifia l'entrée du port et attendit tranquillement que Don Juan reparte. C'est pendant cette expédition que fut prise la galère appelée la Prisonnière, dont le capitaine était un fils du fameux corsaire Barberousse. C'est la galère capitane de Naples qui l'a pris. Elle s'appelait la Louve, et était commandée par ce foudre de guerre, ce père de tous les soldats, ce fortuné et jamais vaincu capitaine Don Alvaro de Bazan, marquis de Santa Cruz. Je ne veux pas passer sous silence ce qui arriva lorsque la prisonnière fut prise. Ce fils de Barberousse était si cruel et traitait si mal ses prisonniers, que dès que les rameurs virent que la Louve se dirigeait sur eux et allait les atteindre, ils lâchèrent tous ensemble les rames, s'emparèrent de leur capitaine qui de son poste à la poupe criait d'aller vite, le firent passer de la poupe à la proue, en lui donnant tant de morsures que passé le grand mât son âme était déjà passée en enfer, si grandes était la cruauté avec laquelle il les traitait et la haine qu'il lui portait. Nous revînmes à Constantinople, et l'an d'après, en 1573, on y apprit que le seigneur Don Juan avait pris Tunis, ôté ce royaume aux Turcs et l'avait donné à Melek Hamet, coupant les espoirs de remonter sur le trône de Melek Hamida, le mort le plus cruel et le plus valeureux que le monde ait connu. Le grand Turc ressentit durement cette perte, et usant de cette habileté qu'ont tous ceux de sa maison, il fit la paix avec les Vénitiens qui la désiraient beaucoup plus que lui, et l'an d'après, en 1574, il attaqua la Goulette et le fort que, près de Tunis, le seigneur Don Juan avait laissé à demi construit. Durant toutes ces crises, je ramais, sans aucune espérance de liberté. Du moins je n'espérais pas de l'obtenir en étant racheté, car j'avais décidé de ne pas écrire à mon père pour lui apprendre mon malheur. Enfin, on perdit la Goulette, on perdit le fort, places où 75 000 soldats turcs touchant leur solde combattirent avec plus de 400 000 morts et musulmans venus de toute l'Afrique. Cette multitude comptait tant de munitions, tant d'engins de guerre, tant de pionniers, qu'avec les mains, à coups de mottes de terre, ils auraient pu recouvrir la Goulette et le fort. On perdit d'abord la Goulette, jusque-là réputée inexpugnable, non par la faute de ses défenseurs, lesquels firent pour la défendre tout ce qu'ils devaient et ce qu'ils pouvaient, mais parce que les faits montrèrent avec quelle facilité on pouvait lever des parapets dans ce désert de sable, alors qu'à 2 empans on trouvait l'eau. Les Turcs n'en trouvèrent pas à 2 aunes, et ainsi, sac de sable après sac de sable, ils élevèrent si haut ces parapets qu'ils dépassèrent les murailles de la place forte. De là, ils tiraient comme du haut d'un cavalier. Personne ne pouvait se poster et défendre la place. D'après une opinion répandue, au lieu de s'enfermer dans la Goulette, les nôtres auraient dû attendre en campagne le débarquement. Mais ceux qui parlent ainsi parlent de loin, et sans grande expérience de ce genre de situation. La Goulette et le fort avaient à peine 7000 soldats. Comment un si petit nombre, même avec plus d'énergie, pouvait-il sortir en campagne et garder les fortifications contre un tel nombre d'ennemis? Et comment une force qui n'est pas secourue pourrait-elle échapper à sa perte, surtout lorsqu'elle est encerclée d'ennemis en grand nombre, acharnés et sur leur propre terrain? Mais beaucoup jugèrent, et je juge comme eux, que ce fut une grâce particulière et une faveur que le ciel fit à l'Espagne lorsqu'il permit la destruction de cette officine, cette antre de vice, ce monstre vorace, cette éponge, cette teigne qui engloutissait des sommes infinies
gaspiller-la sans profit, sans autre utilité que de conserver la mémoire de sa prise, la très heureuse mémoire du très invincible Charles Quint, comme si pour devenir éternelle comme elle l'est, et le restera, celle-ci avait besoin d'être soutenue par ses pierres. On perdit aussi le fort, mais les Turcs durent le prendre pied à pied, car les soldats qui le défendirent se battirent si valeureusement avec tant de résistance qu'il y eut plus de 25 000 ennemis tués durant les 22 assauts généraux qu'ils subirent. Sur les 300 qui restèrent en vie et furent faits prisonniers, aucun n'était sans blessure, preuve certaine et bien claire de leur courage et de leur valeur, et de la façon dont ils avaient résisté et défendu leur place. Un petit fort, une tour qui se trouve au milieu de l'estuaire et que commandait Don Juan Zanoguera, gentilhomme valencien et soldat fameux, négocia sa reddition. Ils firent prisonnier Don Pedro Puertocarrero, général de la Goulette, lequel fit son possible pour défendre sa place, et souffrit tant de l'avoir perdu qu'il mourut de chagrin pendant le voyage pour Constantinople, où on l'emmenait en captivité. Ils capturèrent aussi le général du fort, qui s'appelait Gabrio Cervellon, gentilhomme milanais, grand ingénieur et très vaillant soldat. Dans ces deux places moururent plusieurs personnes de qualité, et notamment Pagandoria, chevalier de l'ordre de Saint-Jean, gentilhomme d'un caractère généreux comme le montra la suprême libéralité dont il fit preuve envers son frère, le fameux Andrea Doria. Ce qui rendit sa mort plus lamentable encore, ce fut qu'il périt par la main de quelques musulmans auxquels il s'était fié lorsqu'il vit le fort pris, et qui lui proposèrent de le conduire déguisé en mort à Tabarka, un petit port, un abri qu'ont les Génois sur ses côtes, où il s'emploie à pêcher le corail. Ces musulmans lui coupèrent la tête et la portèrent au général de la flotte turque, lequel observa à leur endroit notre proverbe castillan: la trahison plaît, le traître est détesté. Car on dit que le général ordonna de pendre ceux qui lui avaient apporté ce présent, parce qu'il ne l'avait pas emmené vivant. Parmi les chrétiens qu'on perdit au fort, il y en eut un nommé Pedro de Aguilar, originaire de je ne sais quel village d'Andalousie, lequel avait été enseigne au fort, un soldat qui comptait, une rare intelligence. Il avait un talent particulier pour ce qu'on appelle poésie. Je le dis parce que son destin le conduisit dans ma galère, et sur mon banc, pour y être l'esclave du même patron. Avant notre départ de ce port, ce gentilhomme fit 2 sonnets en manière d'épitaphe, l'un pour la Goulette, l'autre pour le fort. En vérité, il faut que je vous les dise, je les sais de mémoire, et je crois qu'ils vous donneront plaisir et non ennui. Lorsque le captif dit le nom de Don Pedro de Aguilar, Don Fernando regarda ses compagnons, et tous les 3 échangèrent des sourires. Il allait dire les sonnets lorsque l'un d'eux dit: « Avant que vous alliez plus loin, je vous supplie de me dire ce que devint ce Don Pedro de Aguilar dont vous avez parlé. » Ce que je sais, c'est qu'au bout de 2 ans passés à Constantinople, il s'enfuit déguisé en Arnaud, avec un espion grec, et je ne sais s'il a retrouvé la liberté, bien que je pense que si, car 1 an plus tard je revis le grec à Constantinople, mais sans pouvoir l'interroger sur l'issue de son voyage. Elle fut bonne, répondit le gentilhomme, car ce Don Pedro est mon frère. Il vit à présent dans notre village, en pleine santé, riche, marié, avec 3 fils. Grâce soient rendues à Dieu pour ces faveurs qu'il lui a faites, dit le captif, car à mon avis, il n'en est aucune sur la terre qui égale celle de retrouver la liberté perdue. Bien plus, je sais les sonnets que mon frère a faits. Dites-les donc, vous saurez le faire mieux que moi. Je veux bien. Celui sur la Goulette disait ainsi. Chapitre 40, où se poursuit l'histoire du captif. Sonnet. Âmes heureuses qui, pour avoir bien œuvré, de ce voile mortel libéré affranchi, du bas de cette terre au plus haut paradis vers un séjour meilleur vous êtes élevés, qui, brûlant de colère et d'un zèle glorieux, la force de vos corps avez su exercer, et qui de votre sang au sang du Turc mêlé avez teint la mer proche et le désert sableux. La valeur n'a manqué, mais a manqué la vie à vos bras fatigués qui, cédant à la mort, sont retombés vaincus, vaincus et victorieux, en lamentable chute où vous avez acquis, entre murailles et fer, sort fatal ressort, en ce monde renom, et puis la gloire aux cieux. C'est exactement ainsi que je le sais, dit le captif. Le gentilhomme reprit. Quant à celui du fort, si je m'en souviens bien, il dit ainsi. Sonnet. De ce pays stérile entièrement ruiné, de cette forteresse en un jour mise à bas, les âmes sanctifiées de 3000 soldats vers meilleure demeure ont vivement monté. Ils avaient tout d'abord vainement employé la force de leurs bras puissants et vigoureux, mais ils étaient trop las.
mais ils étaient trop peu. Ils perdirent la vie au tranchant de l'épée. Ce sol, ce mémorial, ce tombeau, cette ruine de 1000 souvenirs douloureux est marquée parmi les temps passés et tous ceux du présent. Jamais plus justement de plus ferme poitrine n'auront jusqu'au ciel clair des âmes envoyées, ni sol porter des corps qui fussent plus vaillants. Les sonnets ne furent pas trouvés mauvais, et le captif se réjouit des nouvelles qu'on lui donna de son compagnon. Il poursuivit son histoire. Lorsque la goulette et le fort se furent rendus, les Turcs ordonnèrent de démanteler la goulette. Le fort, lui, était dans un tel état qu'il n'y avait plus rien à mettre à terre. Pour plus de rapidité et moins de travail, ils la minèrent en 3 endroits, mais aucune mine ne put faire sauter ce qui paraissait le moins solide. Les vieilles murailles, tandis que tout ce qui restait debout des fortifications nouvelles qu'avait faites le Fratin, alla très facilement à terre. Enfin, la flotte revint à Constantinople, triomphante, victorieuse. Quelques mois plus tard, mon maître, Öcali, mourut. On l'appelait Öcali Fartax, ce qui veut dire en langue turque le renégat teigneux, car il l'était. C'est la coutume chez les Turcs de donner les noms à partir d'un défaut ou d'un vice. La raison en est qu'il n'y a chez eux que 4 noms de famille qui viennent de la maison des Ottomans. Les autres, comme je l'ai dit, prennent nom et prénom des défauts du corps et des vertus de l'âme. Alors qu'il était un esclave du grand seigneur, ce teigneux avait passé 14 ans à la Chiourme, et à plus de 34 ans, il renia Dieu de colère pour pouvoir se venger d'un Turc qui lui avait donné une gifle pendant qu'il ramait. Il abandonna sa foi et se montra d'un tel courage que, sans passer par l'ignominie des moyens et des chemins par où les favoris du grand Turc parviennent à s'élever, il devint roi d'Alger, puis général de la mer, la 3e charge de cet empire. Il était originaire de Calabre. Moralement, c'était un homme de bien, et il traitait très humainement ses captifs. Il avait fini par en compter plus de 1000, et après sa mort, comme il l'avait ordonné par testament, ils furent répartis entre le grand seigneur, qui est aussi le fils héritier de tous ceux qui meurent, et entre dans le partage avec les autres fils que laisse le défunt, et ses renégats. Je revins à un renégat vénitien qu'Hudj Ali avait capturé alors qu'il était mouse sur un bateau, et qu'il aima tant qu'il en fit un de ses mignons les plus choyés. Il finit par devenir le plus cruel renégat qu'on ait jamais vu. Il s'appelait Hassan Aga. Il réussit à devenir très riche et à être roi d'Alger. C'est avec lui que je quittai Constantinople, plutôt satisfait de me rapprocher autant de l'Espagne. Non que je voulusse adresser à quiconque une lettre sur mon triste sort. Je voulais voir si j'aurais plus de chance à Alger qu'à Constantinople, où j'avais déjà essayé par 1000 moyens de m'enfuir, sans trouver ni l'occasion ni la réussite. À Alger, je voulais chercher d'autres moyens d'obtenir ce que je désirais tellement, car l'espoir de retrouver la liberté ne m'abandonna jamais, et lorsque ce que j'avais échafaudé, mis au point et mis en œuvre, ne réussissait pas comme je voulais, sans me décourager, je me remettais aussitôt à imaginer ou à chercher un autre espoir qui me soutienne, si faible, si fragile fût-il. Voilà à quoi j'occupais ma vie dans la prison où j'étais enfermé, cette bâtisse que les Turcs appellent Bagne, et où ils enferment les captifs chrétiens, ceux du roi comme de quelques particuliers, ainsi que ceux qu'ils appellent du magasin, c'est-à-dire de l'administration, que la ville utilise pour des tâches publiques et pour d'autres emplois. Pour ces captifs-là, la liberté est très difficile à obtenir. Comme ils sont à tous et n'ont pas de maître particulier, il n'y a personne pour discuter d'une rançon même si elle existe. Je l'ai déjà dit, certaines personnes privées de la ville ont coutume de mettre là leurs captifs, surtout lorsqu'ils peuvent être rachetés, car ils y sont au repos et en sécurité jusqu'à ce que la rançon arrive. Les captifs du roi, eux aussi, lorsqu'ils ont une rançon, ne partent pas travailler avec le reste de la chiourme, sauf lorsque la rançon tarde, car dans ce cas-là, pour qu'ils écrivent de manière plus pressante, on les fait travailler, aller de corvée de bois comme les autres, ce qui n'est pas un mince travail. Moi j'étais donc un des prisonniers à rançon, car on savait que j'étais capitaine. J'avais pourtant dit mon peu de moyens et mon absence de fortune, mais rien n'y fit. On me plaça dans le groupe des gentilshommes et de ceux qui avaient rançon. On me mit une chaîne, plus pour indiquer que j'avais rançon que pour me garder. Ainsi passait la vie dans ce bagne où se trouvaient de nombreux gentilshommes et des personnes d'importance, qui portaient un signe indiquant qu'ils avaient rançon. Même si la faim et le dénuement pouvaient nous tourmenter parfois, et même presque continuellement, rien ne nous tourmentait comme d'entendre à chaque instant les cruautés inouïes dont mon maître usait avec les chrétiens. Chaque jour il en pendait ou en empalait un, ou coupait les oreilles à un autre, et pour un mince prétexte, ou sans aucun prétexte même. Même les Turcs savaient qu'il le faisait seulement pour le faire.
Il était dans son tempérament d'être homicide de tout le genre humain. Le seul qui s'en tira bien avec lui fut un soldat espagnol nommé Saavedra. À celui-ci, qui pourtant avait fait des choses qui resteront bien des années dans la mémoire de ces peuples, toutes pour obtenir la liberté, il ne donna jamais un coup de bâton ni n'ordonna de le faire, il ne parla jamais mal. Pour la moindre de ces choses, nous redoutions tous qu'il soit empalé, lui le redouta aussi plus d'une fois, et n'était que le temps ne m'en donne pas la possibilité, je vous raconterai tout de suite ce que ce soldat a fait. Il y aurait de quoi vous distraire et vous étonner bien mieux que ma propre histoire. Je dis donc que les fenêtres de la maison d'un mort riche et de haut rang donnaient sur notre cour. Comme toujours chez les morts, il s'agit plus de minces orifices que de fenêtres, encore étaient-ils fermés de jalousies épaisses et serrées. Mais il arriva qu'un jour j'étais sur une terrasse de notre prison avec 3 compagnons à essayer de sauter avec nos chaînes pour faire passer le temps. Nous étions seuls, tous les autres chrétiens étant partis travailler. Par hasard je levai les yeux, et vis un roseau dépasser d'une de ces petites fenêtres fermées. Un linge était attaché au bout. Le roseau remuait, bougeait comme pour nous faire signe de venir l'attraper. Nous l'observâmes, et l'un de nous alla se placer au-dessous, pour voir si on le lâchait ou ce qu'on allait faire. Mais dès qu'il fut là, le roseau remonta, et s'agita de gauche à droite, comme si on disait non de la tête. Le chrétien revint, le roseau redescendit, et reprit les mêmes mouvements qu'auparavant. Un autre de mes compagnons y alla, même chose que pour le premier. Le troisième y alla enfin, même chose que pour le premier et le second. Voyant cela, je ne voulus pas laisser passer l'occasion de tenter le sort, et dès que j'arrivai pour me placer sous le roseau, on le laissa tomber à mes pieds dans le bagne. Je me précipitai pour détacher le linge et y trouver un nœud à l'intérieur duquel il y avait 10 cianis, des pièces d'un or inférieur dont se servent les morts, et qui valent chacune 10 de nos réaux. Inutile de dire que je me réjouis de cette découverte. J'eus autant de plaisir que d'étonnement. D'où pouvait nous venir ce bien, et pourquoi à moi en particulier? Le fait d'avoir lâché le roseau seulement sur moi signifiait clairement, en effet, que cette faveur m'était destinée. Je pris mon bon argent, cassai le roseau, revins à la terrasse, regardai à la fenêtre et vis une main très blanche en sortir, qui s'ouvrait et se fermait très vite. Nous en déduisîmes ou imaginâmes qu'une femme habitant dans cette maison nous avait fait cette bonne action, et en signe de remerciement, nous fîmes des alémas à la manière des morts, baissant la tête, inclinant le corps et pliant les bras sur notre poitrine. Peu de temps après, une petite croix faite de roseaux sortit par la même fenêtre, puis rentra aussitôt. Le signe nous confirma qu'il devait y avoir une esclave chrétienne dans cette maison, et que c'était elle qui nous avait fait ce cadeau. Mais la blancheur de cette main, les bracelets que nous y vîmes, nous ôtèrent cette idée. Nous imaginâmes alors que c'était une chrétienne renégate. Leurs propres maîtres les prennent souvent pour épouses légitimes, et ils les considèrent comme une grande chance car ils les préfèrent à celles de leur nation. Dans toutes ces suppositions, nous fûmes très loin de la vérité. À partir de ce jour, nous passâmes tout notre temps à regarder et à apprendre, pour notre nord, cette fenêtre où nous était apparue l'étoile du roseau. Mais il dut bien se passer 15 jours sans que nous la vissions, pas plus que la main ni qu'aucun autre signe. Et durant ce temps, nous eûmes beau nous appliquer à essayer de savoir qui habitait cette maison, et s'il s'y trouvait une chrétienne renégate, nous eûmes pour seule réponse que c'était là que vivait un arabe très important et riche, nommé Haji Morato, un gouverneur qui avait dirigé Al-Bata, un poste de haut rang chez eux. Cependant, alors que nous ne nous attendions pas du tout à ce que de nouveaux cyanis se mettent à pleuvoir de là, nous vîmes à l'improviste apparaître le roseau avec un autre linge et un autre nœud, plus gros. Ce fut à un moment où, comme la première fois, le bagne était solitaire et désert. Nous fîmes l'expérience habituelle, chacun des 3 de la fois précédente y alla avant moi, mais le roseau ne se rendit qu'à moi, car c'est lorsque je m'approchai qu'on le fit tomber. Je défis le nœud et trouvai 40 écus d'or espagnol, ainsi qu'un papier écrit en arabe avec, au-dessous du texte, une grande croix. Je baisai la croix, pris les écus, revins à la terrasse. Nous fîmes tous nos alémas. La main apparut une nouvelle fois, je fis signe que je lirais le papier. La fenêtre se ferma. Nous restâmes tous ébahis et joyeux de ce qui était arrivé, et comme aucun de nous ne comprenait l'arabe, nous avions une grande envie de comprendre le contenu de ce papier. La difficulté de trouver quelqu'un qui le lût était plus grande encore. Je résolus enfin de faire confiance à un renégat originaire de Murcie, qui se disait un grand ami à moi et qui avait mis entre nous des gages qui l'obligeaient à garder le secret que je pouvais lui confier. En effet, chez certains renégats qui veulent revenir en pays chrétien, c'est l'usage de porter sur eux des certificats de captifs de qualité, où ceux-ci attestent dans les formes qu'ils peuvent que tel renégat est un homme de bien, qu'il a toujours fait du bien aux chrétiens,
et qu'il a le désir de s'enfuir à la première occasion qui s'offrira. Certains se procurent ces certificats dans de bonnes intentions, d'autres s'en servent par ruse, pour toute éventualité. Lorsqu'ils viennent piller en terre chrétienne, si le hasard fait qu'ils s'égarent ou qu'ils sont capturés, ils sortent leurs attestations et disent que ces papiers montrent dans quelle intention ils sont venus, celle de rester en terre chrétienne. Voilà pourquoi ils auraient fait cette course avec les autres Turcs. C'est ainsi qu'ils échappent à la première colère et qu'ils se réconcilient avec l'Église sans que leur soit fait aucun mal, et à la première occasion ils retournent en barbarie et redeviennent ce qu'ils étaient auparavant. D'autres se procurent ces papiers et s'en servent dans de bonnes intentions, et ils restent en terre chrétienne. Cet ami était de ceci, et il avait des attestations de tous nos camarades. Nous nous portions garant de lui autant qu'il était possible. Si les morts lui avaient trouvé ces papiers, il l'aurait brûlé vif. J'appris qu'il connaissait très bien l'arabe, et savait non seulement le lire, mais aussi l'écrire. Mais avant de me découvrir tout entier devant lui, je lui dis de me lire ce papier, que j'avais trouvé par hasard dans une fente de ma baraque. Il l'ouvrit, resta un long moment à l'examiner et à murmurer entre ses dents sa traduction littérale. Je lui demandai s'il le comprenait. Très bien, me répondit-il. Si je voulais qu'il me l'explique mot à mot, je devais lui procurer une plume et de l'encre. Il le ferait mieux ainsi. Nous lui en avons procuré, et il traduisit peu à peu. Lorsqu'il eut fini, il dit « Tout ce qui est ici écrit dans notre langue, c'est ce qu'il y a dans ce papier arabe. Il n'y manque pas une lettre. Et il faut savoir que lorsqu'elle dit Léla Marienne, elle veut dire Notre-Dame la Vierge Marie. » Nous lûmes le papier. Il disait ceci. Lorsque j'étais petite, mon père avait une esclave qui m'apprit dans ma langue la Zala Christianesca. Il me dit bien des choses sur Léla Marienne. Cette chrétienne mourut et je sais qu'elle n'est pas allée au feu mais auprès d'Allah, car je l'ai vue 2 fois ensuite, et elle m'a dit d'aller en terre chrétienne voir Léla Marienne qui m'aimait beaucoup. Je ne sais comment le faire. J'ai vu beaucoup de chrétiens par cette fenêtre, mais aucun ne m'a semblé gentilhomme, sauf toi. Je suis très jolie, jeune, et j'ai beaucoup d'argent à emporter avec moi. Vois si tu peux trouver comment nous pouvons partir. Là-bas tu seras mon mari si tu veux, et si tu ne veux pas, c'est égal pour moi. Léla Marienne me donnera quelqu'un à épouser. Fais bien attention à qui tu fais lire cette lettre que je t'écris. Ne te fie à aucun mort, parce qu'ils sont tous Marfus. Cela me donne beaucoup de soucis. Je voudrais que tu ne te confies à personne, car si mon père l'apprend, il me jettera aussitôt dans un puits et me couvrira de pierres. Je mettrai un fil sur le roseau, attache-y ta réponse, et si tu n'as personne pour écrire en arabe, dis-la-moi par signe, et la Marienne fera que je comprenne. Qu'elle et Allah te garde, ainsi que cette croix que je baise souvent comme l'esclave m'avait dit de le faire. Voyez, messieurs, s'il était hors de propos que le propos de cette lettre nous étonne et nous réjouisse. Ce fut l'un et l'autre, à ce point que le renégat comprit que nous n'avions pas trouvé par hasard ce papier, mais qu'il avait été réellement écrit à l'un de nous. Il nous pria donc, si ce qu'il devinait était vrai, de nous fier à lui et de le lui dire, car il risquerait sa vie pour notre liberté. Tout en parlant, il tira de sa poitrine un crucifix de métal, et en pleurant beaucoup, il jura sur le Dieu que cette image représentait, et en qui il croyait bien et fidèlement, quoique pécheur et mauvais, de rester loyal envers nous et de nous garder le secret sur tout ce que nous voudrions lui révéler. Il pensait en effet, et presque par divination, que grâce à la femme qui avait écrit cette lettre, il avait un moyen de gagner la liberté avec nous, et de parvenir à ce qu'il désirait tant, rentrer au giron de sa mère la Sainte Église, de laquelle comme un membre pourri il était séparé et divisé à cause de son ignorance et de son péché. Le renégat avait parlé avec tant de larmes, en exprimant un tel repentir, que d'un avis unanime nous acceptâmes de lui dire toute la vérité sur l'affaire, et nous lui rendîmes donc compte de tout, sans rien lui cacher. Nous lui montrâmes la fenêtre où le roseau apparaissait. Il repéra alors la maison et décida de mettre un soin tout spécial à s'informer sur ses occupants. Tous ensemble, nous pensâmes aussi qu'il serait bon de répondre au billet de la mort, et puisque nous avions quelqu'un qui pouvait le faire, le renégat écrivit à l'instant les propos que je lui dictai. Je vais les répéter littéralement. En effet, de tout ce qui m'est arrivé d'important dans cette aventure, rien n'est sorti de ma mémoire, et rien n'en sortira tant que je serai en vie. Et donc voici ce qu'on répondit à la mort. Que le véritable Allah te garde, chère dame, et cette Marienne bénie qui est la véritable mère de Dieu. C'est elle qui, par amour pour toi, a mis en ton cœur le désir d'aller en terre chrétienne. Toi, prie-la de bien vouloir te faire savoir comment mettre en œuvre ce qu'elle t'ordonne. Elle est si bonne qu'elle le fera. En mon nom et en celui de tous les chrétiens qui sont avec moi, je t'offre de faire pour toi tout ce que nous pourrons jusqu'à la mort. Ne cesse pas de m'écrire et de me faire savoir ce que tu comptes faire. Je te répondrai toujours. Le grand Allah nous a donné un captif chrétien qui parle et qui écrit parfaitement ta langue, comme cette lettre te le montrera.
Tu peux donc sans crainte nous faire savoir tout ce que tu voudras. Quant à ce que tu dis, qu'en terre chrétienne tu seras ma femme, je te le promets en bon chrétien. Et sache que les chrétiens tiennent ce qu'ils promettent mieux que les morts. Qu'Allah et sa mère Marienne te gardent, chère dame. Ce papier écrit et fermé. J'attendis 2 jours d'être comme les fois précédentes seul dans le bagne, puis je sortis pour passer comme d'habitude par la petite terrasse et aller voir si le roseau se montrait. Il ne tarda pas à apparaître. Dès que je le vis, et bien que je ne puisse voir qui le tenait, je montrai le papier pour faire comprendre qu'on y mette le fil. Mais il s'y trouvait déjà, et j'y attachai le papier. Peu de temps après apparut à nouveau notre étoile, avec le blanc drapeau de paix du petit paquet qui y était attaché. On la fit tomber, je la relevai, et je trouvai dans le mouchoir toutes sortes de pièces d'argent et d'or. Plus de 50 écus, lesquels nous rendirent 50 fois plus heureux, et confirmèrent notre espoir d'obtenir la liberté. Cette même nuit, notre renégat revint et nous dit qu'il avait appris que dans cette maison vivait ce même mort dont on nous avait dit qu'il s'appelait Agi Morato. Il était on ne peut plus richissime et avait une fille unique, héritière de toute sa fortune. On pensait communément dans toute la ville que c'était la plus jolie femme de Barbarie, et beaucoup de vice-rois venus ici l'avaient demandée pour épouse. Mais elle n'avait jamais voulu se marier. Il avait aussi appris qu'elle avait eu une esclave chrétienne qui était morte. Tout cela s'accordait avec le qui était morte, pardon. Tout cela s'accordait avec le contenu de la lettre. Nous discutâmes sans tarder avec le renégat de la manière d'enlever la mort et d'aller tous en terre chrétienne, et on décida pour le moment d'attendre le second avis de Zoraïda, ainsi s'appelait celle qui veut aujourd'hui s'appeler Marie. En effet, nous voyons bien qu'elle était la seule, et personne d'autre, à pouvoir trouver une solution à toutes ces difficultés. Après que nous fûmes tombés d'accord, le renégat nous dit de ne pas nous inquiéter, ou il perdrait la vie, ou il nous rendrait libres. Je passai 4 jours dans un bagne rempli de monde, ce qui fit que le roseau ne parut pas de 4 jours, au bout desquels, lorsque le bagne retrouva sa solitude ordinaire, il reparut accompagné d'un linge si gros qu'il annonçait un très heureux enfantement. Le roseau et le linge penchèrent vers moi, je trouvai une nouvelle lettre et 100 écus d'or, sans aucune autre monnaie. Le renégat était là, nous lui donnâmes à lire le papier dans notre logis et il dit qu'il disait ainsi. Monseigneur, je ne sais comment organiser notre départ pour l'Espagne. Léla Marienne ne me l'a pas dit, pourtant je le lui ai demandé. Ce qui sera possible, c'est que je vous donne par cette fenêtre de très grosses sommes d'or. Payez votre rançon avec, ainsi que celle de vos amis, et que l'un d'entre vous aille en terre chrétienne acheter une barque et qu'il revienne chercher les autres. Moi, on me trouvera dans le jardin de mon père, qui est à la porte de Babazone, près du bord de mer. Mon père doit y passer tout l'été avec mes serviteurs. Là, de nuit, vous pourrez m'enlever sans crainte et me conduire à la barque. Pense bien que tu dois devenir mon mari, sinon je demanderai à Marienne de te châtier. Si tu n'as confiance en personne pour aller chercher la barque, rachète-toi toi-même. Je sais que tu reviendras plus sûrement qu'un autre, car tu es gentilhomme et chrétien. Essaie de savoir où est le jardin. Lorsque tu viendras ici, je saurai si le bagne est vide, et je te donnerai beaucoup d'argent. Qu'Allah te garde, mon cher Seigneur. Voilà ce que disait et ce que contenait le second papier. Quand tous l'eurent vu, chacun s'offrit pour être racheté, et promit de partir pour revenir très scrupuleusement. Je m'offris comme les autres. Le renégat s'opposa à tout, disant qu'il n'accepterait en aucune façon que l'un de nous parte libre avant que nous soyons tous réunis. En effet, l'expérience avait montré qu'en liberté on respecte mal les promesses faites en captivité. Car certains captifs importants s'étaient plusieurs fois servis de ce moyen en rachetant un homme qui devait aller avec de l'argent à Valence ou à Majorque, affréter une barque pour ceux qui l'avaient racheté. Il n'était jamais revenu. La liberté retrouvée, la peur de revenir la perdre une fois de plus, effaçait de la mémoire tous les engagements du monde. Pour confirmer cette vérité qu'il nous expliquait, il nous raconta brièvement ce qui était arrivé presque au même moment à des gentilshommes chrétiens. Rien de plus extraordinaire ne s'était jamais produit dans ces régions où à chaque instant se passent des choses prodigieuses et étonnantes. Bref, il finit par dire ce qu'on pouvait et devait faire, ce qu'on devait faire. L'argent prévu pour racheter le chrétien, on le lui donnerait à lui, pour qu'il achète ici à Alger une barque sous prétexte d'aller faire le marchand et le négociant à Tétouan, et sur cette côte. Comme il serait le propriétaire de la barque, on trouverait facilement un stratagème pour les faire sortir d'Alger et les faire tous embarquer. D'ailleurs, si la mort donnait, comme elle le disait, de l'argent pour les racheter tous, il leur serait très facile une fois libres de s'embarquer, même en plein milieu de la journée. La difficulté la plus grande qui se présentait, c'était que les morts refusent qu'un renégat fasse l'achat ou devienne propriétaire d'une barque, sauf si c'est un grand vaisseau pour aller en course.
Ils craignent en effet que l'acheteur d'une barque, surtout s'il est espagnol, ne l'ait que pour aller en terre chrétienne. Mais il aplanirait cet obstacle en faisant qu'un arabe tagarin s'associe à lui dans l'acquisition de la barque et dans les bénéfices du commerce. Ainsi couvert, il deviendrait le seul propriétaire de la barque, moyennant quoi pour lui tout le reste était réglé. Nous aurions trouvé préférable, mes camarades et moi, d'envoyer quelqu'un chercher une barque à Majorque, comme la mort le disait, mais nous n'osâmes pas le contredire, craignant que si nous ne faisions pas ce qu'il disait, il nous dénonce et nous fasse courir le risque de perdre la vie en révélant ce que nous préparions avec Zoraïda pour la vie de qui nous aurions donné toutes les nôtres. Nous décidâmes donc de nous confier à la main de Dieu et à celle du renégat. En même temps, on répondit à Zoraïda, nous ferions tout ce qu'elle nous conseillait. Elle avait tout parfaitement prévu, comme si les Lamariennes le lui avaient dit, et il dépendait d'elle seule que cette affaire prenne du retard ou qu'elle vienne vite à exécution. Je lui offris encore de devenir son époux, et c'est ainsi qu'un autre jour où le bagne se trouva désert, elle nous donna en plusieurs fois, au moyen de la canne et du linge, 2000 écus d'or et un papier où elle disait que le premier Yuma, qui est le vendredi, elle allait au jardin de son père et qu'avant de partir, elle nous donnerait plus d'argent. Si cela ne suffisait pas, nous devions le lui dire. Elle nous donnerait tout ce que nous demanderions. Son père en avait tellement qu'il ne s'en apercevrait pas. D'ailleurs, c'était elle qui avait toutes les clés. Aussitôt nous donnâmes 500 écus au renégat pour acheter la barque. Je me rachetai pour 800, en donnant l'argent à un marchand valencien qui se trouvait alors à Alger, lequel me racheta au roi et se porta garant pour moi en s'engageant à payer ma rançon dès le premier vaisseau qui viendrait de Valence. En effet, donner tout de suite l'argent aurait éveillé les soupçons du roi qui aurait pensé que ma rançon était depuis plusieurs jours à Alger et que le marchand n'en avait rien dit pour faire un bénéfice. Finalement, mon maître était si défiant que je ne pris pas le risque de verser l'argent tout de suite, de quelque manière que ce soit. Le jeudi précédent, le jour où la belle Zoraïda devait aller au jardin, elle nous donna 1000 écus de plus, et nous avisa de son départ en me priant, si je me rachetais, d'aller aussitôt reconnaître le jardin de son père, et en tout cas de chercher l'occasion d'y aller et de la voir. Je lui répondis en peu de mots que je le ferais, qu'elle pensa bien à se recommander à l'Éla Marienne avec toutes ces prières que l'esclave lui avait apprises. On organisa ensuite le rachat de nos 3 compagnons, pour faciliter la sortie du bagne, et pour éviter que me voyant racheter, et eux non, ils s'irritent, et que le diable les persuade d'agir pour porter tort à Zoraïda. Même si je savais qu'ils étaient qui ils étaient, et que je pouvais donc me rassurer dans cette crainte, je ne voulus pas malgré tout faire courir des risques à cette entreprise, et je les fis donc racheter par le même moyen que moi, en donnant tout l'argent aux marchands pour qu'ils puissent se porter caution en toute connaissance de cause et en toute sécurité. Nous ne lui révélâmes jamais ce que nous projetions en secret, à cause du danger. Et c'est la fin du chapitre 40, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal à la gorge, enfin j'ai mal. Ça n'a pas été si complexe que ça quand même parce que au final j'ai fait la voix du narrateur, du nouveau narrateur en quelque sorte, assez grave et tout exprès pour que voilà je puisse tenir la longueur, donc ça va à peu près. Mais la lecture était costaude ce soir, elle était longue, elle était bien longue et en plus vu que en fait je lui ai fait un débit de parole relativement posé et lent au début. Bah, du coup, même si j'ai essayé d'accélérer au fur et à mesure pour pas que ça dure non plus 1000 ans, c'est vrai que du coup la lecture a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu. Ou que ça aurait pu quoi. J'aurais pu lire un peu plus vite, mais bon, je me serais plus abîmé la voix, je pense, si j'avais lu plus vite aussi. Donc, enfin bref. Compliqué, mais ça fait plaisir à la fois. Mais voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est purement sur ma voix. Après, sur l'appréciation du chapitre, c'est autre chose. J'ai beaucoup de mal à suivre ce qui s'est passé en lisant forcément, donc je vais essayer de récupérer un peu dans le chat. Je vois que Tatanoul, c'est marrant comme pseudo, Tatanoul vient de follow, donc merci beaucoup pour le follow Tatanoul. Et je sais pas si tu m'entends du coup, parce que apparemment t'arrives pas à lancer le live, donc je suppose que tu m'entends pas. Mais ouais, c'est peut-être juste parce que ce soir il y a trop de gens qui streament
Et du coup, vu que je suis seulement affilié et pas partenaire, ouais, c'est ça, hein. Et bah du coup, je suis pas prioritaire sur la bande passante de Twitch, donc je suis pas prioritaire sur la qualité du stream et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Euh, et du coup, alors, je vais essayer de lire parce que vous avez envoyé des gros pavés quand même pendant la lecture. Donc je vais essayer de balayer un peu ce que vous disiez. Euh, Ah bah, petite Sab, oui. C'est c'est clairement une bonne chose, enfin une bonne chose. Moi, depuis le début de ces lives, euh, ouais, je conseille vraiment à tout le monde parce que je pense que la lecture à voix haute a vraiment des vertus euh, pour améliorer l'élocution, tout simplement, pour faire prendre un peu confiance en soi, être moins timide et ainsi de suite. Je pense vraiment que la lecture à voix haute, ça a des petites vertus et que bah, je l'ai déjà dit mille fois aussi, mais j'avais un prof qui conseillait de lire 10 minutes à voix haute par jour à tous ses élèves. Et ouais, je pense que c'est très bien en vrai. Je pense que c'est très bien. Et ouais, c'est clair qu'il y a des techniques et tout pour pas se faire mal, etc., etc., etc. Encore une fois, en fait, le truc, c'est que je le comprends. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ah, mais force pas sur ta voix. Ah ouais, mais il y a des techniques pour pas se faire mal. Ah ouais, mais mange du miel, etc., etc. Alors, parfois, j'en apprends et c'est un plaisir. Et puis, je sais que vous faites ça de manière bienveillante et bah, merci de vouloir prendre soin de moi, c'est gentil. Mais en vérité, le trois quarts du temps, je suis au courant de ça. Parce que si je fais de la lecture à voix haute, c'est aussi parce que ça me plaît et enfin, voilà, je commence à le faire depuis pas mal de temps. Et entre guillemets, je suis pas mal renseigné sur la chose. Donc oui, je sais tout ça, les amis, je sais tout ça. Cela n'empêche que je ne pense pas que ça soit très usuel, on va dire, très habituel, même pour les gens qui savent très bien maîtriser leur voix, etc., etc., de prendre un bouquin et de lire pendant 2 heures, quoi. Je pense que entraîner ou pas entraîner, c'est quand même un effort pour les cordes vocales, quoi. Ces histoires de bataille navale, de voyage en galère et de captivité ne te rappellent rien, c'est clairement l'autobiographie de Cervantes. Au moins en partie avec des éléments de fiction intercalés, nous dit Mopito, qui va toujours chercher les bonnes infos, les compléments d'infos. Alors, j'aurais pas su dire que c'était une autobiographie de Cervantes parce que je connais pas assez la vie de l'auteur pour le coup. Ceci dit, Cervantes, si je dis bien, son nom complet c'est Miguel Saavedra de Cervantes. Et à un moment, il y a le nom Saavedra qui a figuré dans le texte. Donc clairement, je me suis dit, quand j'ai vu Saavedra, je me suis dit, oula, il s'est incorporé au texte, il parle de lui là, enfin, c'est très bizarre. Euh, ouais, je sais pas du coup jusqu'à où il a été, mais du coup, Mopito et Petite Sab sont allés chercher sur Wikipédia et ça nous dit Cervantes mène d'abord une vie aventureuse de soldat et participe à la bataille de Lépante en 1571 où il perd l'usage de la main gauche. Cette main paralysée lui vaut le surnom de Manchot de Lépante. Oh! Manchot de Lépante, ça ressemble à Don Quichotte de la Manche. Enfin bref. Manchot sonne un peu comme Sancho. Ouais, mais pour le coup, Mancho, je pense qu'en espagnol, on dit pas. Ça ressemble pas à Sancho, quoi. Enfin, si ça se trouve, oui, j'en sais rien. Par contre, Don Quichotte de la Manche, je trouve que ça ressemble bien à Manchot de l'Épante. Est-ce que ce serait pas fait exprès? Possiblement. En tout cas, ouais, je me rappelle que quand j'avais voulu commencer la lecture, souvent, bah voilà, je vais voir un petit peu des infos vite fait, vite fait. Et je me rappelais, ouais, que Cervantes avait fait pas mal de guerres apparemment et avait eu une vie aventureuse de soldat en effet. Euh, Et grave intéressant. Alors, encore une fois, comme je le disais à la pause précédente, en fait, dès qu'un texte est trop historique, trop réaliste,
ça a tendance à bien me désintéresser personnellement. Donc là, on a eu ça, et en plus, on n'a pas eu Don Quichotte et Sancho Panza. On a vraiment eu euh, en permanence le récit, la narration de notre nouveau personnage. Donc voilà. Je vais dire que, encore une fois, j'aurais tendance à dire que ça traîne. Et encore une fois, j'aurais tendance à dire que putain de merde, je lis Don Quichotte, je veux du Don Quichotte. Je sais que c'est con peut-être comme réaction, parce que voilà, sous un titre peut se cacher bien des choses, bien entendu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus d'affection, beaucoup plus d'affect, beaucoup plus d'intérêt pour le personnage de Don Quichotte, voire de Sancho Panza, que pour toutes les histoires qui sont incorporées et, et tous les autres personnages qui racontent leur life. Donc c'est vrai que je commence à comprendre pourquoi j'avais un relativement bon et mauvais souvenir à la fois de Don Quichotte, puisque je vous rappelle que Don Quichotte de Cervantes, moi je l'avais déjà lu personnellement il y a de cela, je dirais bien 6 ans, un truc comme ça maintenant. Et je me rappelais que j'avais trouvé ça génial, mais long. Et là, je suis en train de retomber dans le même sentiment, en fait. Je suis en train de retomber dans le même sentiment. Je trouve ça génial, mais long, parce qu'il y a plein de passages, plein de chapitres qui sortent totalement, je vais dire, de la, du déroulé normal de l'œuvre, et où je suis en mode, ah, je m'en fous, enfin, je m'en fous. Je m'en fous pas non plus, c'est bien écrit, c'est intéressant, et là, pour le coup, bien que je dis que souvent, quand c'est historique, ça m'intéresse pas, là, pour le coup, c'est historique sur des choses que je connais moins, un petit peu plus exotiques pour moi, du coup, et du coup, ça m'intéresse un chouïa plus, mais surtout que c'est vu avec un point de vue interne, entre guillemets, les événements sont habités, quoi. Donc c'est à peu près intéressant. Mais c'est vrai que quand même, c'est vraiment pas ce que je préfère. À titre personnel, c'est vraiment pas ce que je préfère. Enfin bon, c'est comme ça. La prochaine lecture aura lieu mardi à 21 h, et ça sera donc la fin de l'histoire de notre captif. Et, euh, et du coup, ça sera certainement sur le chapitre 41. Alors, faut que ça aille à peu près jusqu'à 94. Ah ouais. Donc je pense que je ferai le 41, 42, 43, 44. Encore 4 chapitres la prochaine fois, je pense. Je pense, enfin je pense. Et du coup, Steven 0071, non, je ne m'exécuterai pas tout simplement parce que je ne suis pas un pantin. Donc, sorry. Sorry. Et du coup, Tatanoul qui nous dit si tu veux un conseil, crée un compte Instagram pour que tu aies plus de visibilité et que plus de personnes s'abonnent à ta chaîne. Merci Tatanoul pour les conseils, c'est gentil, mais je sais tout ça. Je sais tout ça, c'est juste que ça ne m'intéresse absolument pas. Enfin, faire plus de personnes sur ma chaîne, pourquoi pas, mais Instagram, ça me désintéresse au plus haut point. C'est vraiment pas un réseau que j'affectionne, perso. J'en avais créé un pour la mer des voleurs, quand on faisait une fiction sur Sea of Thieves, mais vraiment, Instagram, c'est... Enfin ouais. C'est vraiment pas le réseau que je consomme personnellement et qui m'intéresse personnellement. Donc trop la flemme de faire un Instagram en vrai. Et puis voilou. Écoutez, j'ai l'impression d'un peu patauger là ce soir. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Après c'est parce que aussi forcément je fais gaffe à mes cordes vocales et tout ça. Donc bref. Ça a vachement changé ma manière de m'exprimer, je trouve, ce soir. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître. En tout cas, ça va être tout pour ce soir les amis. Je remercie encore Tatanoul pour le follow. Et bien entendu, Miari Laura et Ezekiel So Famous pour leur resub de 4 mois et de 18 mois. C'est incroyable. Merci les amis. Ça fait très plaisir. Petit merci particulier comme ça à Petite Sab et Mopito parce que je le vois. Je le vois, les gens qui restent de bout en bout avec moi en live et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à tous ceux qui seront passés ce soir, ça me régale. Ça fait trop plaisir de repasser du temps avec vous. En vrai, c'est con, hein. J'ai vraiment juste pas fait de live en début de semaine, mais ça m'avait manqué de parler avec vous. Donc, mille et mille merci à tous. Sur ce, les amis, je vais vous laisser et je vous redonne, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous dès demain,
Demain, 20h30. Je sais d'habitude mes lives c'est à 21h, mais demain c'est 20h30 parce qu'on essaie de gagner un peu de temps. Demain, 20h30, pour du jeu de rôle. Pour du jeu de rôle, deuxième épisode du jeu de rôle de ma création, Terres Hostiles. Donc Terres Hostiles, épisode 2, 20h30, demain, en compagnie de Mirani, le Jérôme légendaire, et Jumpy en joueur. Voilou. Sinon, dimanche 15h, live de découverte de l'univers de League of Legends. Dimanche 21h, si ça vous intéresse de nous rejoindre à la veillée sur Discord, n'hésitez pas. Comme tous les dimanches de 21h à minuit, on se rejoint sur mon Discord et on discute. En gros, on discute en fait, hein, on tape la discute de 21h à minuit minimum. On discute, on joue à des jeux vidéo parfois. Maintenant, ça commence à faire un peu longtemps qu'on l'a pas fait. Et là, depuis 2 semaines, on a commencé à se mettre sur Board Game Arena, un site qui te permet de jouer à plein de jeux de société. Et je dois avouer que moi, je suis bien en kiff, donc je pense qu'on va continuer à faire ça pas mal sur les prochaines veillées. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, ouais, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est tout bon, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est bizarre de revenir en live, alors que ça fait 5 jours que j'ai fait une pause, hein, je rappelle. Mais en fait, quand tu le fais presque quotidiennement et que tu fais une pause de 5 jours, c'est le bout du monde, quoi. Enfin bon, bref. Ouais, je pense qu'on est bon. Allez, trêve de bavardage. Alors, il y a Oda la Joie qui est en live de lecture sur du Lovecraft. D'ailleurs, j'en profite pour le glisser. Si vous aimez le Lovecraft, j'en ai déjà fait plein en live de lecture. Donc si vous aimez le Lovecraft, si vous aimez Lovecraft, n'hésitez pas à checker sur ma chaîne YouTube. Dans les playlists, il doit y avoir la playlist Et si on lisait l'appel de Cthulhu, le mythe de Cthulhu peut-être, parce qu'il y a l'appel de Cthulhu dedans. Donc ouais, c'est le mythe de Cthulhu que j'ai fait. J'ai fait aussi les montagnes de la folie. J'ai fait aussi le cauchemar d'Innsmouth. Donc voilà, plusieurs recueils de nouvelles et un roman. Donc ouais, j'ai fait pas mal de lectures de Lovecraft. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'oubliais. Ça y est, 5 jours sur live, j'oublie toutes les bonnes habitudes. N'hésitez pas à la rediffusion sur YouTube, à lâcher un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo, de cette lecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et tutti quanti, vous connaissez les bails. Bref, je commence à être redondant et à dire que des trucs casse-couilles, que des trucs relous en cette fin de live. Je vais vous emmener en raid chez Audrey la Joie pour ceux qui le désirent. Je vais lancer la commande pendant la pub de fin, comme ça sera mieux. Et puis ouais, on est bon. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Encore merci pour les 2000 abonnés sur YouTube. Incroyable, incroyable. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!